On y est cette fois. Bon, avec Fred Bonpo, aujourd'hui sur le podcast. Bonjour Frédéric. Bonjour à toi, Jérôme. Enchanté d'être là, super heureux d'être là. Et très content depuis le temps qu'on devait faire ce podcast. Oh là là. Tu fais partie de ces invités avec qui j'ai pris contact depuis de nombreuses années, avec qui on devait se faire un épisode, et puis de temps en temps on échange, et puis ensuite il y a des moments de silence, des absences. Moi, j'insiste pas. On a essayé une ou deux fois d'enregistrer. Ouais, t'es très fort. C'est assez marrant. Ouais. Et on avait eu des problèmes techniques, alors on avait repoussé. Puis, bref. Donc je suis très content de pouvoir enregistrer ce podcast avec toi. Bon, tu m'as dit que t'as vu, aussi que, je veux dire, bon, t'as un planning qui est hyper chargé, t'as fait plein de trucs, t'as eu des hauts, des bas. Ouais. C'est très dur de me mettre sur les réseaux, c'est très dur de faire ma chaîne YouTube. Tout est dur quand t'as pas de temps, quoi. Voilà. Quand tu bosses 14 heures par jour, c'est compliqué, quoi. Je rêvais d'avoir ma salle de sport, et je l'ai eu, où les gens font mes programmes dans ma salle de sport chez moi, où ils font pas n'importe quoi. Mais ça se paye, quoi. Et là, ça va, je suis bien épaulé maintenant. J'ai repris du poil de la bête. J'ai une grande séparation aussi, qui a été très difficile à gérer, des problèmes personnels, une bonne grosse dépression qui a duré longtemps, des problèmes d'alcool. Donc c'était dur de revenir, mais voilà, c'est là qu'on voit qu'on est les guerriers. Le fait d'avoir arrêté les compétitions en 2018, qui rythmait ma vie, c'était compliqué. Ça fait plus de 30 ans de compétition que je fais, donc toute ma vie était basée là-dessus, avec mes cours. Enfin, tu vois, j'ai un métier passion. J'adore ce que je fais le fais avec passion, et quand t'as un métier passion, ça prend tout ton temps, toute ton énergie, c'est très compliqué surtout. Tu vis ta vie personnelle. Ouais, excuse-moi. Non, je dis ta vie personnelle. Ta vie personnelle, c'est ton métier. Tout est. Ouais. Voilà, je suis toujours avec mon téléphone, mais depuis toujours, quoi. Depuis que les portables existent maintenant, avec mes clients, mes élèves, sur leur programme, leur diète, tu vois, toujours des appels, toujours des conseils. Donc ça, je vis 100% pour mon métier. Donc ma vie privée était un petit peu écourtée. J'ai 3 enfants, donc c'était compliqué de tout mettre en place, mais j'ai réussi avec brio. Et après ça a été des moments difficiles, des séparations. Et je me suis marié au mois d'août. C'était extraordinaire. Je suis avec une femme géniale qui me booste. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec toi. Donc, et très content de l'être. T'as mis un peu l'ordre. Voilà. J'ai mis de l'ordre. De l'ordre. Ouais. Voilà, exactement. Bon, écoute, c'est super. On va venir sur 2-3 petites choses. T'es connu, t'es réputé pour entraîner quelques stars aussi, tu vois. Pas mal de trucs. T'as fait vraiment. Fait grand chose, hein, tu sais. Ça fait juste 43 ans que je m'entraîne, donc ça c'est pas mal déjà. J'ai eu que 5 titres de champion du monde en naturel. J'ai eu 2 titres de Monsieur Univers à la NGA en 2003, où j'étais professionnel NGA. En 2010, Musclemania, Monsieur Univers, toute catégorie, là c'était pas mal, hein. À 76 kilos, c'est pas mal. Et ensuite j'ai tiré l'IFBB en plus de 50 ans, où là je suis passé de l'autre côté de la barrière, où là j'ai fait une TRT, et j'ai gagné encore les compètes, voilà. Donc j'ai fait plus de 30 ans en nati, après je suis passé de l'autre côté pour explorer et savoir et tout connaître. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait le tour de tout, et alors c'est extraordinaire. Voilà, donc ma vie est extraordinaire. Donc je ne parlais pas des produits dopants et du dopage, mais parce que je n'ai que des choses bien à en dire, donc je préfère me taire que de parler du dopage. Voilà, et que j'ai arrêté de m'occuper des mecs en compétition à cause de ça, parce que les jeunes qui se dopent, je suis pas pour. Voilà, donc je vais m'occuper de personne, donc je prépare plus personne en compétition. Chacun de sa santé, et chacun doit prendre soin de soi. Et moi, je suis éducateur sportif, je prends soin des jeunes, donc je leur explique ce qui est mauvais. Voilà. Donc je préfère pas du tout parler de dopage. Ok, bon, de toute façon, on n'en parlera pas. Ouais, non. On a envie d'en parler, et puis c'est pas non plus. Je pense que j'en ai suffisamment parlé sur ce podcast. J'ai reçu des gens qui ont expliqué leur expérience. J'ai eu d'autres gens qui ont expliqué comment ça fonctionnait. Non, mais écoute, il y a une transparence qui est voilà, pas mal quand même. Transparent, pas mentir aux gens. Hein. Un moment, à 60 ans, je suis en pleine forme. Voilà. Qui c'est que t'entraînes en ce moment, Thomas Sisley? Thomas Sisley, là. Je le prépare pour une nouvelle série qu'il va faire, là, sur le GGN, qui va être super. Donc, la grosse préparation, on a fini l'Argo Witch, où il a fait toute la promo, ça fait 1 an, même pas. Donc, il a continué à s'entraîner régulièrement. Dans l'Argo Witch, c'était très compliqué. C'était très, très compliqué. Il s'est luxé l'épaule.
début de tournage, juste avant de commencer le tournage, on a fait une belle prépa, luxation de l'épaule, oh là là, la catastrophe, quoi, tu vois. Donc, heureusement qu'il y avait des super chirurgiens. Bah, pour l'entraîner, c'était compliqué, toi. Il fallait on était en plein dedans, il fallait qu'il prenne de la masse, qu'il continue de sécher, qu'il ait plus de définition musculaire. Toi, c'est des acteurs, il faut qu'ils aient du muscle long et fin, comme on dit. Donc, c'était compliqué de l'entraîner dans ces conditions. Et ensuite, en plein milieu du film, il se casse l'avant-bras. Gauche, tout à gauche. L'enfer. Donc là, c'était très dur, mais j'ai trouvé des combines pour l'entraîner avec le plâtre. Donc ça, c'était bien, des systèmes de poulies, de sangles. Quand tu connais ton job, il y a pas de problème. On a réussi à bien le faire bosser quand même, malgré la douleur. Donc ça a été bien plâtré, bien fait. Sur sa luxation, ça a été pris tout de suite en charge, tu vois. Il réglait des cascades, il faisait des roues arrière. Au début du film, il est sur les roues arrière, donc c'est là qu'il s'est planté en s'entraînant pour ces cascades là. Et gérer son alimentation, comme dans tous les films, c'est toujours très compliqué. Donc il fait un protocole, puis ça fait 17 ans que j'entraîne. Donc on se connaît par cœur, tu vois. Non, c'est du tac au tac. Par contre, ouais, exactement. Ça c'est. On est en totale confiance. Là, j'entraîne 4 fois par semaine en ce moment, tous les soirs. Mais je te ferai un petit film. On te saluera pour le podcast. Ah bah oui. C'est sympa. Avec plaisir. Ouais. Tu le mettras sur Instagram, que je le partagerai. Exactement. Limite, ouais, exactement. Okay, excellent. Et comment alors, attends, petite question sur ça. Comment tu gères entre deux films Largo-Winch par exemple? Est-ce qu'il garde un minimum de mode de vie? Est-ce que à chaque fois tu redémarres un peu à zéro? Ça se passe comment? Ouais. Alors, avec Tomer, il a une salle de muscu chez lui maintenant. Donc c'est un peu plus facile, il arrive à s'entraîner, mais il laisse tomber, tu sais, ce sont vraiment des challenges, si tu veux, ce sont pas des sportifs de haut niveau, mais quand ils se mettent le but d'un film, tu vois, un objectif, là, ils rentrent dans une routine, toi, ça devient je deviens un ami, toi, personnel, même si ça dure que 3 mois, on est vraiment très proches, quoi, pour tous les acteurs, hein, que ce soit les filles ou les hommes, hein. Et là, tu vois, là, je coach Lina El Arabi, qui a fait la saison 1 de Fury. Je la coach, elle est en Thaïlande, elle vit en Thaïlande. Et j'aurai avec moi à Paris, qu'au mois d'avril, donc j'ai 5 fois par semaine, à 6 fois par semaine, avec les cours de stretching aussi, en visio. tous les midis, j'ai 1h30 qui est prise pour elle. Donc tous les midis, je me mets sur mon téléphone et j'entraîne. On se connaît par cœur, on a fait 1 an et demi d'entraînement pratiquement régulier tous les jours. Donc on se connaît bien et ça rime bien, ouais. C'est très intéressant. Tu fais quoi? Tu lui comptes les séries? Tu donnes les exos? Je compte les séries, les temps de repos. Je fais comme si elle était avec moi. Voilà. En plus, elle a une salle immense, donc il y a plein de machines. Je me régale. Bon, la salle, j'ai 400 mètres carrés, mais j'ai toujours les mêmes machines. Je tourne bien. J'ai un super matos pour être champion du monde, toi. Mais après, c'est bien de changer, quoi. Des variétés, des trucs. Quand t'as de l'espace, tu peux avoir plus de machines avec du bon matériel. À notre époque, maintenant, c'est du super matos. Hein. Voilà. Okay, après, j'enchaîne beaucoup là, je suis sur une série qui va sortir sur Prime Video. Lina, c'est sur Netflix, là. Et là, je suis avec Yvan et Lou Delage qui font une série sur la danse qui va sortir mars-avril, là, qui est superbe. Et donc, Lou Delage, toi, les filles, c'est compliqué, ça me fait marrer parce que j'ai pas mal de filles qui voulaient pas dire qu'elles faisaient de la muscu au départ, c'était très dur, c'était pas comme ça les réseaux, hein. Et qui ont du mal à comprendre qu'il faut travailler avec des poids et des barres, tu sais. Donc ça c'est très qu'il faut forcer, ouais. Raconter avec Virginie Boy, c'est-à-dire que quand tu fais de l'endurance de force, tu fais de l'endurance de force, quoi. Tes fibres musculaires vont pas être trop se développer, et si tu mets pas en application la nutrition, parce qu'elle pense que manger léger ça suffit, faire du cardio, tu perds tes calories, quoi. Et c'est bon, ton corps il va se transformer. Alors c'est pas du tout le cas. Et avec Virginie Loyen, putain, je te parle de ça, c'était pour la série 13. Ça doit être dans les 2008 ou 2009. Ouais, 2008-2009. Je l'ai tellement fait que ça date à peu près à cette époque-là. Où j'étais la voir, quoi. Ouais, la série 13. Je vois. 13 la série, série TV 2011. Ouais, voilà. Bon, ça devait être pour 2010. 2011-2012. Il y a eu qu'une saison. Hein. Ouais. Non, attends. Ouais, c'est ça, qu'une saison.
Avec, attends, je sais pas si je suis la bonne. L'actrice que t'as préparée, c'était Virginie Ledoyen. Virginie Ledoyen. Au casting de 13, il y a un article 2000. Ouais, bon, 2000. Parce qu'en fait, il y a plusieurs séries 13. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs séries. Bon, bref, dans ces alentours. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être aux alentours de 2010, parce que j'étais au bas de film encore. J'avais pas encore ouvert mon studio, que j'ai ouvert en 2012. Donc c'était juste avant l'ouverture, puisqu'elle est encore venue au studio. Donc ouais, ça doit être 2010. Okay. Je pense que ça va être ça. Et donc je fais le bilan, je la mets en sous-vêtements pour regarder l'état physique, les petits cutanés, etc. Et puis elle me fait tu vas venir quel jour alors à la maison? J'ai fait non, je crois que je vais pas venir à la maison hein. Je crois que tu vas venir à la salle de muscu, c'est toi qui vas venir. Pardon? Elle me fait je fais mais tu as des coachs non? T'as eu des coachs? Elle me fait oui, j'ai eu des coachs, si je fais ça, là, elle me raconte tout ce qu'elle faisait. Oui, c'est bien. Il y a eu beaucoup de changements. T'étais en forme, mais changement physique où vraiment tu vois ta silhouette changer, ta taille s'affiner, tes muscles bien gonflés, ton fessier rebondi. Non, j'ai dit, voilà, faut lever les poids. Et les poids, je peux pas les prendre avec moi, donc si t'as pas une salle de musculation, va falloir que tu te déplaces. Donc c'est comme ça qu'elle s'est déplacée. Le changement était dingue. Maintenant, elle fait toujours 53 kilos. Hein. Elle est réglée à 53, 55 kilos. Elle s'entraîne régulièrement. Elle est top. Donc ça, c'était un bon souvenir. Et le souvenir aussi de t'aurais dû me faire une photo de moi, comme ça on aurait vu la différence. Je fais oui, mais on se connaissait pas. J'arrive en sous-vêtements dans ta cuisine et je dis je te prends en photo. Je pense que elle me fait ouais, t'as raison. J'allais accepter. Oh là là, ça c'est bien. Et après l'appréhension aussi, tu sais, de se faire mal, l'appréhension de me ressembler, toi. Pour les femmes, c'est très très compliqué de leur expliquer que pour être musclé, ça va être très compliqué d'être très très musclé. Et ce côté de poids où je vais avoir le muscle gonflé, je vais pas avoir le muscle long, toi. Tous ces principes un petit peu qui existent toujours, hein, ces croyances qui ne passent pas, quoi. Et après, avec la douceur, les bons arguments, les bons mots, ça commence à changer. Les réseaux sociaux aident beaucoup. Bon, il y a tout et n'importe quoi. Enfin, faut vivre avec son époque. On va pas faire le vieux le vieux tout pourri là, le vieux rageux. Donc il y a des bonnes choses et des très mauvaises choses. Maintenant, il faut faire le choix. Nous, à notre époque, il y avait pas grand-chose. Donc pour faire le choix, c'était compliqué aussi. Là, il y a trop de choses. Donc là, c'est aussi compliqué de faire les bons choix. Et pour te dire qu'on peut les amener à faire du squat, du soulevé de terre, des mouvements de base, elles prennent confiance en elles. Pour la femme, c'est très important l'entraînement musculaire, hein, l'ostéoporose, enfin pour tout être humain, faire de la musculation te permet de vivre plus longtemps quand même. Ça c'est prouvé, maintenant les études le prouvent. Donc c'est excellent de faire de la musculation, mais c'est vrai que les vedettes lever des poids, c'est assez son coup de pied. Maintenant ça a beaucoup changé. Les gens arrivent vraiment à changer. Mais c'est vrai que c'était très compliqué de faire changer cette vision de la chose. Tu vois, au début, moi, quand je voulais faire une photo avec mon pote Samuel Lubian ou d'autres personnes, c'était très compliqué, toi. Ouais, je préférerais pas, tu sais, je fais de la muscu, c'est mal, tu vois, c'était mal vu, quoi. Alors que maintenant, c'est eux qui me demandent de faire des photos, de tourner des films avec eux et tout, des vidéos. Donc ça a tout changé, quoi. Donc ça, je suis content parce que je me suis battu pour. Ah ouais, c'est fou. Pour démocratiser le truc. Avant de continuer l'épisode, j'ai quelque chose d'exclusif à vous proposer. Si vous aimez le podcast biomécanique, alors vous allez adorer la lettre biomécanique. C'est un petit peu la version cachée du podcast, réservée à mes abonnés. Chaque début de mois, j'y partage mes meilleures découvertes pour optimiser votre santé, améliorer vos entraînements et augmenter votre longévité. Vous trouverez aussi des réflexions personnelles sur des sujets controversés et des anecdotes inédites sur le podcast que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je dévoile aussi mes recommandations personnelles en termes de livres, de films, de documentaires que je considère qu'il ne faut pas manquer. C'est gratuit, ça se lit en quelques minutes et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors pourquoi pas essayer? Mais attention, chaque newsletter n'est envoyée qu'une seule fois et si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez déjà manqué toutes les précédentes. Donc pour ne pas louper la prochaine, faites dérouler la description, cliquez sur le dernier lien qui s'affiche et rejoignez de suite la lettre biomécanique. Et c'est ça, en fait, il y a 10-15 ans, le fait de montrer que tu faisais de la musculation, c'était presque un aveu de faiblesse, un aveu de faiblesse que tu n'avais pas ce physique normalement.
Maintenant, je pense qu'on a tous compris que pour avoir un certain physique, faut s'entraîner et de le mettre en avant, c'est mieux perçu. Donc Ouais. Mais tu vois, je te dis, avec les jeunes comédiens, là, j'ai un jeune, Yvan, là. Yvan, il a quel âge, là? Ouais, c'est la jeune génération, là. J'ai Sandor aussi. Pour la série Fury, ils sont musclés, hein. Ils sont beaux gosses, ils s'entraînent, toi, ils font attention à eux. Et là, pour cette série de danseurs, toi, la Lou, donc, par exemple, toi, elle a fait des heures de danse et tout. Et c'est son compagnon qui l'a envoyé, Melvin Poupon, que je préparais pour une série aussi à télé, qui a fait un carton, où c'est un escaladeur, un mec qui avait jamais fait de muscu. Je te l'ai asséché. Enfin, il m'a écouté, c'est simple. Tu m'écoutes, ça marche. Tu m'écoutes pas, bon, faut pas se mentir. Hein, si tu manges trop, tu picoles. Je suis pas rien pour toi. Et donc, il me l'a envoyé pour que je fasse juste sur l'alimentation. Et puis, je lui ai parlé gentiment, toi, de musculation. J'ai dit, c'est bien. Alors, tu crois que tu vas pouvoir venir t'entraîner avec moi, faire quelques séances? Oh là là, je te jure, elle a changé de tête, elle pleurait presque, toi. Elle m'a fait, ouais, non, moi, la nutrition, tu vois, je danse, elle dansait 3 heures tous les jours. 3 heures tous les jours, c'est sa préparation physique pour la série, c'était danser. Elle a jamais dansé de toute la première série, hein. C'est sa douleur qui dansait tout le temps. Mais ils l'ont fait danser. Il a filmé en collant, elle faisait 2-3 trucs, tu vois. Alors, pour que comme c'était elle était envoyée par Méline, j'ai pu lui parler, lui expliquer que non, une préparation physique pour ressembler à quelque chose, ça se fait différemment, qu'il faut faire de la musculation, mettre en place une nutrition, et là ça fonctionne. Ouais, mais je préfère pas et tout. Elle est partie aux États-Unis parce que ça tourne à Paris aux États-Unis. Elle est partie à New York. À New York, ils l'ont vu. Les Américains disent, ah non, ça va pas du tout là. Ah là, tu vas mettre au régime, cours de muscu avec une nana qui vient à domicile l'entraîner. Comme une dingue, circuit de training à fond, pour qu'elle change de corps. Elle est revenue à Paris, là. La saison est finie, on va faire la saison 2. Là, je l'ai toute l'année avec moi. Toute l'année, muscu. Okay. Elle vient 3 fois par semaine. Et en douceur, toi, parce qu'après, t'as ce délire des mecs qui veulent pousser les gens, là, les coachs qui veulent pousser les gens à l'extrême, alors que, pourtant, si on met un corps, t'es même pas obligé de transpirer, quoi. Tu vois, si tu ne transpires pas, tu fais pas de sport. C'est ça aussi, c'est un truc de dingue, quoi. Ou alors tu fais la muscu, tu fais pas de cardio. Quand tu fais des séries de 10 à 180, si t'as pas de cardio, faut pas. Il y a tellement de croyances, hein. C'est terrible la croyance. Hein. D'ailleurs, ça se voit rien que dans la religion déjà, hein. Le bordel que c'est. Hein. Et, qu'est-ce qui demande les studios quand tu t'occupes d'un comédien pour un rôle? C'est quoi les directives? Est-ce qu'il y a un physique type, hein? Comment tu l'adaptes? Comment tu le bosses? Alors, on fait pas de miracle, hein. Surtout là-dessus on est nati. Il faut comprendre que s'il y a le moins de pépins, c'est-à-dire si on blesse le comédien, il y a tout qui s'arrête, hein. Le film s'arrête. Donc là c'est des millions d'euros qui sont en jeu. Et puis il faut qu'il ressemble à quelque chose. Après c'est un deal entre lui et moi. C'est une compréhension, c'est un engagement qu'on fait ensemble, hein. C'est un challenge. Mais c'est un engagement qu'on fait ensemble, donc il doit suivre. Et il me demande souvent prise de poids, donc c'est un peu délicat, mais on y arrive. Hein. J'avais réussi avec quelques comédiens à prendre un petit peu de poids. Il faut que ce soit toujours visuel. Et le cinéma, l'image, des corps, c'est un petit peu comme le culturel, c'est de l'illusion, toi. Toi, par exemple, avec Thomer, on a poussé le vice. Il m'a inventé un métier. Il m'a inventé un métier. Je vais sur les tournages quand il y a les scènes torse nu dans Balthazar. Sur la saison 3, 4, 5, les 3 dernières, je l'accompagne. Dès qu'il se met torse nu, c'est dans son contrat. C'est-à-dire que quand il a une scène torse nu, Frédéric Monpeau doit être avec lui. Et je travaille avec le réalisateur et le chef op pour placer sur la lumière. Sur la lumière, le bon et surtout la respiration, qu'il ait les abdos gainés, qu'il ait pas le ventre relâché, toi, pour qu'on place bien la caméra aussi. On répète. Et donc ça, chaque épisode est torse nu, donc chaque saison, je me suis tapé. Et ça, c'est vraiment extra parce que au moins ça fonctionne. Tu vois, il avait fait Messia, qui est une super série sur Netflix, qui était super, qui a cartonné. Ils ont pas fait de saison 2 parce qu'il y a eu le confinement. Je l'avais préparé comme jamais, il était terrible. Il s'entraînait aux US, on s'appelait, on faisait les visios et tout. Et putain, ils ont jamais réussi à le choper, quoi. Toi, il était mieux sur les rushs, quoi.
Et là, pareil, dans Balthazar, il me dit, putain, j'en peux plus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis super bien, ils me font tout blanc, il y a pas de relief. Bah, j'ai fait, bah, moi, je viens, je te le fais, là, je te place, bon, arrête. Et c'est comme ça qu'on a fait le truc. Donc c'est pas mal. Parce que tu sais exactement où placer la lumière pour que ça remplisse plus de relief. Puis les élastiques, l'échauffement avant, toi, tous les petits trucs. Tu le fais pumper. Les haltères, bien sûr, bah ouais. Bah tout ça, il y en a pas, tu vas pas voir, hein. C'est tout ça. Bon, à part que, ouais, ça a des compléments assez simples, basiques. Voilà. On peut pas faire comme aux USA où là, Superman est costaud. Et le dernier truc que j'ai fait, c'est un truc de dingue. Je me suis entraîné avec, je vais faire un post, avec la doublure de Superman, de Thor. Et là, il fait la doublure du grand acteur américain et catcheur, John Cena. Donc c'est sa doublure pendant 5 mois en Hongrie, parce que j'ai fait un petit reportage. Tu sais, j'écris pour le magazine Fitness Mag. Oui, d'Eric Rallo. Ouais, super gentil. Il passe le bonjour, vraiment cool. Et donc là, je fais un truc sur. Putain, je vois tellement de nom, j'aurais pu. Aurélia, cascadeuse de ouf, que je connais depuis 7 ans, qui est venue faire quelques séances avec moi ici là. Et donc je vois sa progression là. C'est la doublure, elle fait tous les Marvel. C'est la doublure de Charlize Theron, tu sais l'Australienne là, la grande blonde là. Donc elle fait tous les films, elle arrête pas de tourner. J'ai vu, ce serait super sympa qu'on puisse faire un petit reportage sur toi et tout. Elle me fait ouais, ok, d'accord, super cool, hein. Vraiment, ils sont super cool. Elle dit mais je vais avec mon mari. Bah je lui fais ouais, si tu veux. Hein. Et puis donc ils s'entraînent pendant que moi je fais l'interview et que je l'entraîne un petit peu pour faire les photos à ma copine Sarah aussi, qui fait des super photos. Sarah Meunier, elle est super forte. Et puis je l'entraîne, je lui montre des petits tips, mes méthodes d'entraînement, comment se placer pour gagner du temps, toi la biomieca, pour bien mettre le placement pour optimiser au maximum le mouvement, la super sensation musculaire, qu'on dit que ça n'existe plus maintenant, avec la super sensation musculaire pour vraiment sentir le mouvement, les bons placements. On fait pas mal de photos, de trucs, on rigole. Et puis elle me dit, bah tiens, tu sais que mon mari, il va faire la doublure de John Cena, on est 5 mois en Hongrie, c'est pour ça qu'on est là-bas. Ah ok, je suis d'accord. Et je lui donne 2-3 conseils. J'ai dit super. Et puis je vais pour enregistrer un podcast avec elle, toi. Et là, mon podcast il marche pas. Ah, je fais putain, j'étais dégoûté. Je fais bon, bah, tu me connais, j'avais pas mis les piles, le machin. Alors j'avais tout programmé, j'avais chargé 2 heures, j'avais pas branché le truc. Oh la galère. Elle me fait oh, c'est pas grave, on est encore là demain, on peut venir. Ah, j'ai fait ok. Et puis je fais bah moi avant je dois m'entraîner. Si tu veux, j'entraînerai Justin. Ah, Justin était au taquet, je te jure, 1m93, 107 kilos. Tu vois, j'ai fait aussi une vidéo, j'en posterai une autre. Un monstre. Et il fait tous les mouvements. Il sait pas, enfin, tu sais, quand tu fais de la cascade et que tu fais de la muscu dans des fitness parks, tu regardes les vidéos, tu t'adaptes un petit peu, toi, je l'ai soigné menu, ils étaient aux anges. On s'est fait une super séance d'épaule, c'était ouf, avec mon jeune coach là qui me file un bon coup de main là, Maxime, un super gars, et qui écoute tous tes podcasts. Il passe le bonjour. Il a de bon goût, il fait les bons choix. Ah ouais, il a de bon goût. Il écoutait encore ce matin celui que t'as fait avec le Canadien là. Avec le Canadien, dans le body? Ça doit être... Non, comment c'est? Le coach, là. Écoutez, c'est Marc-Antoine Grondin? Ouais, c'est ça. Ah, bon, attends, ce podcast, il est sorti il y a 2 ou 3 ans. Et il y a plus de 3 ans. Non, c'est pas celui-là. 3 ans. Canadien? C'est pas Romain? C'est pas Romain qui s'appelle? Non, qui c'est que j'ai reçu de Canadien dans les dernières semaines? Maxime? Maxou? Tu peux monter? Enfin, on va faire du live. Vas-y, il va nous dire. Et s'il écoute pas le bon, il va se faire taper sur les doigts. Ah ouais. Ah non, il m'a tanné. Hein. Viens dire bonjour. Passe là. Tu fais le tour. Là. C'est le moment de gloire. Ouais, c'est le moment de gloire là. 105 kilos, 1m83, costaud. Et là, oui. C'est lequel que tu as vu parler au micro là? Ouais. Alors dis-nous, c'est quel épisode quel épisode t'as regardé ce matin là? Ah bah moi j'ai regardé avec Pierre Lassueur ce matin. Ah, Pierre Lassueur. Sorti il y a quelques semaines.
Oui, je te jure. En fait, il est pas canadien, il est français, mais effectivement, il habite il vit au Canada. Ah, ok, ouais, d'accord. C'est pour ça, là. Très bien. Très bon épisode. Donc voilà, ouais. Bon, excellent. Attends, est-ce que t'as des comédiens, des artistes qui des fois t'ont poussé un peu, tu vois, pour essayer d'avoir des résultats plus vite, d'essayer de savoir s'ils pouvaient prendre des trucs illicites. Est-ce que si tu travailles avec aucun produit, mais est-ce qu'il y en a certains qui t'ont poussé un peu et qui t'ont demandé tous, pratiquement. Si ça peut aller plus vite, s'il faut faire des trucs, non, ils sont. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que s'il faut faire des trucs bien, quand tu veux réussir, voilà. Non. Mais ils savent sur la santé, après. Les conséquences. Des fois non, des fois oui. C'est très. Parce que en fait, le truc c'est que quand tu regardes aux États-Unis, les mecs qui font des transformations physiques pour des films, ils ont tous, je veux dire, on est tous plus ou moins au fait qu'ils utilisent des produits parce qu'ils ont des transformations qui sont incroyables avec des physiques de ouf en très peu de temps. Et la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que, on imagine qu'ils sont encadrés, à quel point on le sait pas trop. Est-ce qu'ils sont encadrés médicalement? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Il y en a quelques-uns. Et surtout, est-ce qu'ils sont au courant? Il y en a quelques-uns qui ont chopé des cancers. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont tombés malades. Hein. On va pas dire que c'est à cause des entraînements ou des. C'est pas, tu sais, le dopage ou les stéroïdes, ou les compléments. Il y a pas que les stéroïdes qui sont dangereux. Hein. T'as aussi les diurétiques, t'as aussi les brûleurs de graisse ultimes, t'as plein de choses qui sont très dangereuses. Il y a des, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu génétique. Il y en a, ils sont faits pour prendre des produits, ils arriveront. Il y en a d'autres qui sont pas faits pour. Hein. Ils vont tout de suite à la première cure être malades. Tomber malade, et d'autres ils vont s'en mettre plein de la terrine, ils auront jamais rien. Quoi. C'est un peu du poker. Donc, si t'aimes jouer au poker, c'est bien. Sinon, vaut mieux pas jouer avec sa santé, quoi. Parce qu'il y a des effets qui sont irrémédiables, quoi. Irréversibles, pardon. Et les acteurs américains, là, bon, c'est pas des personnes avec qui tu bosses de toute façon, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, toi, tu dis, il y en a aucun qui, dans les super-héros, ou dans tout ce qu'on peut voir, aucune transformation n'est naturelle. Ils prennent tout. C'est-à-dire, ça dépend comment c'est filmé, toi. Après, il s'entraîne, si le mec ça fait 3 ans qu'il s'entraîne, qu'il prépare le film depuis 3 ans, il peut avoir quand même une petite. Non, s'il se transforme en 6 mois, c'est déjà plus. Ça va être louche. Faire une bonne sèche, un bon éclairage, et après avec Photoshop et tout ce qu'il y a sur les comme trucage, quoi. Tu peux tout faire, toi. Je me suis pris la tête avec un de mes élèves, mais gentiment, tu sais. Il me disait ouais non, c'est Jack comment là, celui qui a fait Wolverine. Ouais. Jack. Ouais, non, Wolverine, oui, c'est John Blackman. L'Australien, là. De toute façon, c'est toujours au moment où tu veux chercher le nom qu'on n'arrive pas à le trouver. Ouais, c'est ça. Attends. Jack. Trop mal le nom. Nom de Dieu. Attends, je vais le retrouver. C'est pas possible. Hugh Jackman, voilà. Hugh Jackman. On était loin. Jack Blackman, oh putain. Et Jackman, il est sec, il est bien, toi, il a extraordinaire. Ça m'étonnerait qu'il soit dopé quand même, tu vois. Ah ouais? Il s'entraîne tout le temps. Et ouais, le problème c'est que il est bien filmé. Et puis ils font ce qu'ils veulent avec les images, quoi, tu vois. Si elle me fait ouais, mais non, y a pas de truc. Je dis si, il y a des trucages. Ils peuvent se faire sortir les veines, ils peuvent se faire ce que tu veux. Et je dis mais non, y a pas. Je fais y a pas de trucage. Et puis quand il sort ses griffes, c'est naturel aussi. Y a pas de trucage quand il sort ses griffes. À un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois, je veux dire. Ils peuvent faire sortir des griffes à un mec, ils peuvent lui faire péter des veines un peu plus et lui donner un peu plus de densité à l'image. Toi, il se lève, on dirait qu'il a fait une sèche, qu'il a fait une séance d'abdos, il est tout transpirant avec les abdos qui sortent. Donc tout ça, c'est une mise en scène qui est bien faite, qu'on peut faire au cinéma, quoi. Au cinéma, ils sont toujours beaux, toujours bien. Les acteurs, c'est dans leur vie qu'il faut qu'ils s'entraînent, c'est plutôt ça. Toi, t'as déjà vu comme ça des elle m'a dit, moi, je m'entraîne pour moi. Pardon? Non, j'allais te demander, est-ce que t'as déjà vu toi, une post-prod d'un film où un des acteurs que t'as préparé, il était encore plus balèze derrière, enfin, de l'autre côté de la caméra, avec les images, avec des améliorations. T'as déjà vu, toi, des trucs comme ça? Ah bah oui. Ouais, bien sûr. Comme tous les jeunes qui se postent sur les réseaux et qui font une photo dans le vestiaire avec le bon éclairage, bien congestionné. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah tu mets Tomer quand il est prêt, tu le mets
Là, à côté de moi, sous le spot blanc, là, il est tout mince, quoi. Tu le mets avec un éclairage qui tombe, avec une lumière un peu tamisée, ça change tout, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'on met du... Ouais, mais on se réfère beaucoup à ce qu'on... Ah ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non. Et justement, ce qui est triste, ce qui arrive souvent, c'est quand on s'entraîne, quand on se voit super gros et qu'on se tape une photo avec le mauvais éclairage et tout, on se dit putain, mais je ressemble pas à ça, je me vois vachement plus gros. Et ça arrive très souvent aussi. Hein. Donc quand on tombe sur une bonne lumière, on reste bien en dessous. La mauvaise lentille sur la caméra, le mauvais, la lentille divergente et non pas convergente, ou inversement. Ouais. Ouais. J'ai vu que t'avais entraîné Benoît Magimel aussi pour les petits mouchoirs. Ouais. C'était très sympa. C'était pour le 1 ou le 2 ? Parce que le 2, il était un peu... Ouais, le 2, il était un peu... C'est les petits mouchoirs. L'autre, ça n'avait pas le même nom. Il avait pas le même nom. Non, mais super sympa. On a bien un super mec. Vraiment sympa. Je lui disais quand même une star. Il me fait non, moi je suis pas une star, je suis une vedette. Oui, plein d'humilité. Très drôle, c'est Thomas Sisley et Jelly Lesper qui me l'avaient présenté. Ça a été bon, tu sais, c'est toujours les premiers contacts, c'est toujours un peu compliqué. Tu sais pas, ils savent pas où ils vont, ils savent pas qui je suis réellement, toi. Ils sont confiants parce qu'on a parlé de moi. Et après, Benoît Magimel, je l'ai corrigé pratiquement sur tous ces exercices, toi. Donc on a passé une séance, 2 séances, juste à faire des... Et la pédagogie est importante, toi, sur les placements. Il me disait, mais ça, c'est pas bien. Je lui disais, c'est mieux de le faire comme ça. Tu comprends, si tu places là, t'alignes ça, ce sera mieux, ton pec, tu sens mieux. Si là, tu défixes les omoplates, c'est pas bon, il faut qu'elles restent fixées. Là, il faut les défixer. Un coup, il me dit, là, faut fixer les omoplates, faut sortir les bras, là, faut pas les... oui, parce que là, tu fais les dorsaux, faut que l'omoplate, elle bouge. Là, quand tu fais les pecs, faut qu'elle reste... Toi, et toujours avec délicatesse pour détendu, mais avec délicatesse, pour qu'au bout de la 4e séance, il me fasse ouais, donc tout ce que je fais, c'est de la merde. Non, c'est bien, mais c'est mieux comme ça. Ouais, c'était excellent. Ouais, non, j'aimerais bien le revoir, mais après, tu sais, comme j'ai un répertoire plein de numéros, j'ai le numéro de tout le monde. Hein. J'ai tourné dans 11.6 avec notre ami, bien sûr, c'est un mec pas connu dans le cinéma, François Cluzet. J'ai tourné avec lui. Oui, personne sait qui c'est. Toi, tu cherches le nom. C'est l'intimidation, ça, c'est le podcast. Et toi, je l'ai eu 9 mois avec moi, donc c'était super. C'était devenu mais tu vois, j'ai son numéro de téléphone, j'ai le numéro de téléphone de Benoît Magimel. À un moment, tu vois, c'est un voyage que tu fais. Tu peux pas harceler les gens. C'est beaucoup de respect. Comme ça, ils reviennent vers toi. Moi, je sais que toutes les personnes que j'ai eues, elles reviennent un jour me voir. François-Xavier de Maison m'a dit d'ailleurs, il m'a dit, Fred, toi, lui, ça fait plus de 20 ans que je l'entraîne. Parce que je l'ai connu avec Samuel Le Bihan, que j'ai été le premier entraîné, c'est mon premier que j'ai entraîné, pardon, en 1999, après mon premier titre de champion du monde, où là, tout a changé pour moi. Je disais la même chose, mais on m'écoutait. Ah ouais. C'est d'avoir été, d'avoir été champion, quoi. Ouais. Le titre de champion du monde, vachement, sur ma carte de visite, m'a fait exploser. Ouais. Et donc, ouais, François Xavier me disait, ouais, Fred, toi, t'es le mec qu'on revient toujours voir. Ouais, il passe 1 an, 2 ans, hop, dès qu'il a un truc qui va pas, il revient me voir. On se fait 3 mois, je le remets sur les rails et il repart tranquille. C'est vrai que, en règle générale, voilà. Et harceler les gens, c'est pas bien. Tu vois, faut rester à sa place. C'est vraiment un voyage. Eux, c'est des acteurs. Moi, je suis un préparateur physique pour le cinéma. Tu vois, je suis pas un préparateur physique non plus pour. Faut savoir rester à sa place. Hein. Je suis pas kiné, je suis pas médecin. Je connais la nutrition. Je sais mon métier. Je pense que je le connais assez bien. Et je pense que quand je dis quelque chose, je pense que je suis une personne assez, maintenant avec mon âge en plus, assez conscient de ce que je dis et j'affirme pas les choses, on apprend toujours, hein, mais je suis quand même
s'il y a une personne qui peut être en toute humilité compétente. Ouais, pas compétente, mais entre tous les titres que j'ai eu, le nombre de compétitions que j'ai fait, le nombre de personnes que j'ai entraînées. Parce qu'au début, je faisais beaucoup de compétitions en force athlétique et après j'ai gagné des titres de... Est-ce que justement tu peux expliquer, parce que tu l'as très peu dit, comment t'en es venu à te mettre à la musculation? T'as eu un accident, ouais. Tu m'as dit, on s'était appelé il y a 3-4 ans et on avait un peu discuté, tu m'avais dit notamment que c'était ça, que t'avais foutu dans le bain à l'âge de 19 ans, c'est ça? Ouais, c'est plutôt les trucs qui me rendent hors norme, on va dire ça. C'est le fait d'avoir eu je bois un coup. Hein. Ouais, vas-y. Je suis un mec qui écoute surtout, hein. Je parle pas beaucoup. Donc. Ah bah là tu peux te lâcher, là c'est à la place. Ouais, donc j'ai eu un accident de moto en 81. Et donc plus de sport, plus rien. Moi j'étais un hyperactif, donc ça a été très compliqué. Je suis resté 3 mois à l'hôpital, on m'a fait m'amputer le pied gauche. J'ai eu des prises de greffe, j'ai eu 7 opérations. Et puis je me faisais chier quoi, tu vois, je savais plus quoi faire. Je fréquentais de mauvaises personnes. J'étais pas parti sur de bons rails. Et puis j'étais au cinéma, j'étais voir Rocky 3 avec notre ami Stallone. Il avait encore super musclé, j'avais eu le 1, le 2. C'était l'œil du tigre, Rocky 3, non? L'œil du tigre, ouais, exactement. Ah. L'œil du tigre. Ah, je m'en souviens. Et putain, il a un physique super. J'avais dû voir ça pour les fêtes de Noël. Hein. Et puis il fait de la muscu et tout. Et dans la salle de cinéma, il y avait des mecs balèzes. Putain, ils avaient une super allure, ils étaient carrés et tout. C'était vachement impressionnant. Je me suis dit, oh la vache, ça assure hein, d'avoir un physique comme ça. Et et alors, je me suis renseigné un peu. Donc ils faisaient de la musculation, tout ça. Et il y avait un club à côté de. Toi, j'ai eu de la chance, quoi. Enfin, de la chance. Toute ma vie, j'ai de la chance. Je suis heureux de vivre ma vie, quoi. Et donc je vais dans cette salle de musculation et là je tombe sur Christian Derval, qui a été un père pour moi et qui m'a pris sous son aile, quoi, et qui m'a appris la musculation de base et qui m'a fait passer mon premier diplôme. Et j'adorais l'enseignement. Après, j'adorais enseigner pour l'écoute des gens, toi. Moi, j'étais un jeune ado un petit peu tout foufou, tu vois. Et quand je parlais de musculation et que je corrigeais les gens m'écoutaient, ils s'intéressaient à moi. Donc ça a été un déclic. Et j'ai adoré enseigner. Et plus tard, j'ai commencé les compétitions pour savoir vraiment ce que je valais sous les barres, quoi, si tu veux. Mais vraiment ce côté d'accident, de rencontre avec Christian Derval. Christian Derval, c'est le papa d'Aurélien, c'était le papa, parce qu'il est décédé. C'était le papa d'Aurélien Broussal, qui est un super préparateur physique. Qui est super connu. Aurélien. Donc, voilà. Donc, lui, je l'ai eu, j'ai donné le biberon. J'ai donné le biberon à Aurélien quand il était petit. Ouais, c'était de bons souvenirs. Donc, j'ai travaillé avec son papa toute ma vie jusqu'à ce que je parte. Je suis parti tard de chez lui. Avec Christian, j'ai vécu mes meilleurs moments. Et après, j'ai fait des rencontres exceptionnelles comme Marc Vouillon en force athlétique, Alain Lachaise à la fédération, qui était responsable des formations, qui m'a formé à aller dans tous les pays francophones, enseigner le culturisme pour faire passer les diplômes fédéraux aux pays qui étaient affiliés au nôtre en francophonie. Et voilà quoi. Donc c'était un passage. Ouais. L'accident a été. J'ai commencé la musculation par accident pour me faire un. C'était quoi cet accident? J'ai pris une voiture sur le pied gauche. J'étais avec mon cousin. J'étais passager, toi. J'avais 14-15 ans. Et le mec était bourré, il nous a pas vus, on était à la campagne, il a freiné, il nous a pris sur le côté. Il arrivait super vite, et m'a éclaté le pied comme une grenade, c'est une blessure de guerre que j'ai eu. Ah ouais. Donc c'était compliqué parce que je partais en stage de foot l'été, je me suis dit le pansement va pas tenir sur le pied là, j'avais le pied explosé complet. J'essayais de marcher, ça marchait pas. Ah ouais. J'ai plus de talons, j'ai toute la partie avant du pied qui est bloquée, j'ai les orteils qui touchent pas le sol, j'ai un pied fixe. Je suis handicapé à 33% sur le pied là.
physiquement. Je suis handicapé à 33%. Ça t'a jamais emmerdé pour le squat, la presse, exercice jambes? Bah, j'ai pris sur moi et j'ai pas écouté ce qu'on me disait. J'ai fait, et puis non, ça m'a donné plus de force. Voilà. Je suis pas d'équilibre, ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie. J'ai réussi à courir alors que normalement je devais plus courir. Et j'ai commencé à recourir, à faire des footings, des sprints, avec un pied sabot, ça s'appelle. Ouais. Donc ça, c'est déjà, ça met la force de caractère. J'ai pas tiré en handisport, quoi. Et ensuite, j'ai eu en 2009, au moment où je bossais au Batting Club, dans le 10e, et que j'avais enchaîné le cercle tissé, donc je bossais comme un fou. J'ai toujours bossé 7 jours sur 7. Hein, donc, et je me suis dit, là, il faut que je lâche, sinon je vais exploser. Donc je voulais rester au batting. Hein. Je dis à Christian Derbal que j'arrête. Le soir même, j'ai un autre accident de moto. Où là, c'est l'autre pied qui a failli passer, où là, j'ai fait me faire amputer du pied gauche. Je rentrais de Musclemania à Miami, où j'avais fait premier ex-aequo au point, mais deuxième parce que les physiques sont plus forts que le posing, donc il avait plus de points sur le physique que moi, donc je suis passé deuxième. Et donc là, c'était une catastrophe. Hein. Le pied droit, c'est carrément, c'est une luxation ouverte, c'est le pied sectionné qui est posé sur le côté, qui tient par la chair. J'arrive au bloc, et là, au bloc, le mec, il me fait, le jeune docteur qui était là, le jeune interne qui était là, il me fait, ah ouais, non, là, c'est pas beau, sur votre pansement, là, on va vous, et j'avais mal, mec, on va vous amputer, il me fait, oh, je fais, putain, vous allez me couper, ouais, on va vous amputer. Oh. Bon, j'avais tellement mal que je te jure, et je suis jamais tombé dans les pommes, tu vois, je me suis fait éclater les deux, hein. Je suis pas tombé dans les pommes, j'ai vu arriver les pompiers, le SMUR, et j'étais au bon endroit, au bon moment encore, là, tu vois. Parce que le médecin, là, oh là là, le chirurgien, oh, il m'a sauvé le pied, quoi. Je me suis réveillé, c'est dans le couloir, là. Après l'opération, je me réveille, le drap sur moi et tout, et là, je fais, putain, il faut que je lève le bras pour voir où ils m'ont coupé la jambe. Ouais, c'est ça, je vais voir où ils m'ont coupé la jambe. S'ils m'ont coupé, sous le genou, ouais. Après le genou. Ouais. Oh, je te jure, j'ai mis un quart d'heure avant de lever le drap. Oh putain, je lève le drap, là, et je vois une attelle, avec, et en pensant et mon gros orteil qui dépassait. Je vois, putain, j'ai le pied. Et il me fait chier depuis tout le temps, mon gros orteil. Hein. Putain, il gratte dans les chaussures et tout. Il est insensible, toi. Il est insensible, j'ai pas de sensation sur le bout du pied. Mais c'est pas grave, il est là. Et je le bouge. Pas coupé. Et comment il a fait? Il m'a dit, tu préfères, il me fait, le médecin dit, tu préfères le bouger ou tu préfères le sentir? Ah, je préfère le bouger. Ben voilà, j'ai choisi pour toi. Ouais, alors comment ils ont fait? Bah ouais. Donc le deuxième mec, il est revenu me voir là, le premier qui m'a accueilli. Il est revenu me voir dans la chambre. Il m'a dit, salut, hein, on a fait un truc de dingue. Hein. Ouais, on t'a remis le pied. Ouais. Et parce que t'avais l'artère postérieure qui irriguait encore le pied, donc il a vu l'influx sanguin passer, donc il vivait. Ils me l'ont remis comme ça. Et il me fait, c'est pas fini, on peut encore t'amputer. Ah, le mec, il me lâchait pas avec l'amputation, j'en pouvais plus. Mais, si tu chopes pas à l'hôpital, si tu chopes un microbe ou un truc comme ça, là, si t'as pas de microbe, ça s'infecte pas, c'est bon. Mais t'as 17 jours. Oh, putain. Et je suis sorti du 20e jour. Là, tu pries, là. Oh, là, putain, tu pries, mais grave. Ah, tu pries, grave. Putain, de ouf. Oh, putain. Incroyable. Des bons souvenirs, ouais. Oh, putain. Incroyable. Ah, ça te met dans le, ça te met dans le truc. Et donc, là, ouais. Et là, là, j'étais fatigué, donc j'allais bosser. Donc j'ai pris 2 mois d'arrêt. Où là, je suis parti dans le sud, dans ma famille, avec le plâtre, où j'allais m'entraîner. Attends, t'es de Montpellier, toi, hein? Ouais. Montpellier. Ouais. Montpellier. Et le 20e jour, je suis sorti, j'étais directement au cercle tissé, c'est la salle où j'ai débuté là, où j'étais prof, et j'étais m'entraîner directement. J'en pouvais plus. La jambe en l'air, entraînement, j'ai repris l'entraînement. Je préparais Thomas Sisley, donc j'avais le plâtre encore. Je faisais du leg avec lui là. J'ai commencé à faire du leg, à m'entraîner avec lui. J'ai eu 3 mois super difficiles où je prenais beaucoup de cachets pour l'antidouleur, des trucs. J'étais vraiment pas bien. Où je me terminais avec une petite bière par-dessus le soir pour dormir. Toi. Donc j'étais vraiment dans une phase. Ça m'a duré 3 mois. 3 mois. Et puis au bout de 3 mois. C'était compliqué là. Donc je réapprenais à marcher tout doucement, toi, à poser le pied. Je voyais pas de fin, donc je me suis mis en défi. Je me suis dit je vais essayer de me préparer pour Musclemania 2010. C'est ça qui est hors norme. Le fait que j'ai gagné Musclemania toute catégorie en 2010, c'est dingue déjà. Mais je l'ai gagné avec des béquilles, quoi. J'y suis allé avec des béquilles, mec.
Donc rééducation comme je peux, je me connais, je commence à mettre des grosses talonnettes pour faire du squat, toi, pour être juste en flexion de genou, de hanche, mais pas de flexion de cheville. Donc, je m'adapte un petit truc, machin truc, je reprends l'entraînement dardard, je reprends la diète tout de suite, je me recale, j'arrive à 76 kilos là-bas et je gagne toute catégorie. Et j'ai mes béquilles pour monter sur scène et me poser à côté. Je tenais à peine l'équilibre. Mon mollet, il était petit, mais pas plus petit que les autres, quoi. Que les autres mecs. J'avais réussi à le mobiliser un petit peu parce que l'autre, j'ai la cheville qui marche bien et j'ai le pied qui marche bien sur mon pied droit. Ouais, le pied et la cheville. J'ai pas devant de pied. Tu sais, ils m'ont fait parce que l'histoire du pied, ça a duré longtemps. Ils m'ont fait une arthrodèse du pied. Et donc, super. Donc, c'est que des bons souvenirs. Ça, c'était bien. Bon, toujours la douleur, toujours du mal à marcher. Très compliqué. Mais enfin, ça a été un truc de fou, quoi. Et puis après, couverture du monde du muscle, le magazine, les articles, les trucs, c'était bien. En 2010, j'étais très connu. Ouais, non, mais enfin, on sait que t'es une légende un peu du body, du culturisme français. T'as voulu aller à l'Olympia, t'as pensé, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller là-bas? Jamais, parce que j'étais pas dans cette optique de prise de masse j'étais pas dans cette optique dopage à outrance. Après, avec d'autres personnes, un autre entourage, j'ai un super entourage qui m'a éduqué. Marc Vouillot m'a appris l'entraînement sur compensation, sur la récupération. Quand je l'ai connu, je m'entraînais 6 fois par semaine, je faisais n'importe quoi, toi, avant d'être moi, toi. Si je m'étais connu avant, j'aurais gagné du temps. Je le dis souvent à mes élèves. La chance de me connaître. J'aurais gagné énormément de temps. Comme ça. Là, je faisais n'importe quoi. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Et donc, il m'a recadré, il m'a fait m'entraîner 3 fois par semaine, au lieu de 6, t'imagines un peu? Je faisais des séries de 20 au coucher à 100 kilos, mais j'en faisais 5 séries, toi. Je faisais 30 fois 100 kilos au coucher. Il me faisait faire des séries de 5 en phase de récupération, 3 fois 5 à 100, toi, la frustration, quoi. Que des trucs comme ça. Et putain, les barres, elles ont explosé. Jamais été aussi fort. Il m'a fait mettre des barres sur le dos que j'aurais jamais pensé mettre, quoi. J'ai explosé toutes mes barres. À l'entraînement, et moi, j'étais un mec d'entraînement. J'étais un super fort à l'entraînement, et la compétition, je me chiais dessus, mec. Je me chiais dessus. Ah ouais, je faisais la compétition la veille. J'étais tellement motivé que je me faisais la compétition. J'arrivais pas à dormir. C'était l'angoisse. C'était, oh putain, les barres là qui étaient là et tout. Ah ouais, putain, j'aurais été champion de France plusieurs fois à l'entraînement. Alors putain, sur les plateaux, oh là là là. C'est quoi, t'avais alors que j'étais avec Miguel Marissante, qui était le mec qui m'a fait faire. Ouais. Non mais le manque de talent, quoi. Le manque de talent pour la force athlétique, quoi. Et puis j'étais pas fort, tu vois. Et puis comme en plus je dormais pas, mais j'étais encore moins fort, tu vois. Alors que à l'entraînement, c'était et je m'entraînais avec un mec talentueux qui avait un poids, il prenait des bras, qui avait tous les records développés couchés, qui est mon meilleur ami, qui est Miguel Marissane, que j'ai connu de mes 20 ans à mes 30 ans, on était toujours ensemble. Après il est parti vivre aux Antilles. Et c'est lui qui m'a emmené en compétition. Il m'a dit ouais, on va faire ça, faire ci, ça. Il traînait sur Fontenay-sous-Bois. Il était tout jeune, il a 3 ans de moins que moi. Donc moi j'avais 22 ans et lui il en avait 3 de moins, 19 ans. Il était tellement fort. Il avait tous les records de France au coucher. C'était une bestiace du développé couché, des 3 mouvements. Champion de France plusieurs fois aux 3 mouvements. Il a fait plus de 20 au développé couché à un poids de corps de 87 kilos, sans maillot, sans rien. Donc une marmule talentueuse. Et alors lui, qui se transcendait en compétition. C'est ça le talent. Lui en compétition, il foirait ses entraînements, il était pas bien, il était pas bien en compète, il éclatait tout le monde. C'était tu vois, et là tu vois, tu dis putain, j'ai la chance de le connaître, j'ai la chance que ce soit mon meilleur ami. C'est dingue, quoi. Là tu vois le talent. Là tu comprends que tu fais de la force, quoi. Tu fais un peu voilà. Et Marc Vouillot m'a donné un défi, il m'a dit Fredo, de toute manière t'es incapable de tenir un régime culturiste, hein, et de faire une compète culturiste. T'es incapable. Voilà. Et là, tu bascules. Pas, ton beurre. Et là, je bascule. Là, le défi, cet homme, il a changé ma vie aussi, hein. J'ai que des belles rencontres, hein. J'ai eu une chance énorme de rencontrer de belles personnes qui croyaient en moi et qui m'aimaient bien. Et comme dirait Jérôme Le Banner, Fred, tout le monde t'aime, toi. Quand on te connaît. Oh là là, c'est trop drôle. Et tu m'as tué. Enfin, bref. Ouais, donc il me dit, tiens, il y a le championnat de Paris,
Tu viens, on va faire le Le championnat. banner. Attends, juste, je mets juste une toute petite parenthèse donc tu parles parce que un petit clin d'œil à Jérôme Le Banner que j'attends de recevoir sur le podcast aussi. On a échangé plusieurs fois. J'attends un peu, je le presse pas comme ça, mais je lui ai envoyé des trucs et tout. Je sais plus quel jour il m'envoie un message. Oh putain, super le podcast, on va en faire un truc et tout. Excellent, ça lui plaît, tu vois, parce que je lui ai envoyé quelques épisodes qu'il écoute. Et c'est vrai que c'est un mec aussi. À 100% authentique, quoi. Incroyable. Ouais. Bah, j'ai fait un podcast avec lui qui est vachement sympa, hein, tu verras. Mais tu as fait un oui, mais j'ai vu. C'est trop fort. J'ai vu sur ta chaîne. Regarde-le, il est super. Il était super sympa. Il était super gentil. C'est un mec adorable, mais c'est un mec, s'il a envie de te dire oui et non, non. Tu fais un podcast où le mec il te dit oui, non. Non, il est vraiment, si t'aimes bien, il est super. Ouais, il m'a fait mon premier podcast, c'est un amour. Vraiment. Super sympa. Vraiment. Ah ouais. Alors, oh là là, plein de trucs. Du coup, donc, je fais mon régime. Faut que tu viennes, mais il va venir. Ouais. Donc, je fais mon régime, je me prépare pour la compète. Je vais voir un mec qui était très connu à l'époque, qui est super sympa, Bruno Pénuguac, qui m'explique le régime culturiste de base. Un régime plutôt cétogène, toi, tranquille. Je le prépare gentiment, je me prépare pour la compète. Voilà. J'arrive à la compète, Marco vient pas. Il a décidé de pas la faire, donc il est pas venu. Donc moi j'y suis allé, puis je monte sur scène. Voilà, bon, c'est la première fois que je voyais ça, toi. Et c'est la première fois que je voyais un sport où ça va faire rire les jeunes, où tu sais rien sur ce sport. Tu vas à une compète, tous les mecs venaient à la compète et savaient pas les poses imposées, ils savaient rien, quoi. Ah bon, faut poser? Ouais, t'as un posing libre. Un posing libre? Bah, il faut une musique, un truc. Je te jure, c'était affligeant, quoi. Affligeant. Les mecs venaient, ils avaient entendu parler ils voulaient faire du bodybuilding, mais ils ne connaissaient pas le règlement. C'était un truc de fou. Non, c'est comme si t'avais une compète d'haltéro et tu ne connais pas les chaises d'haltéro. Ouais, les mecs qui se disent, je suis musclé, je suis balèze, vas-y, j'y vais. C'est ça. Je vais juste présenter mon physique. C'était comme ça, je te jure. Il y avait, ouais. C'était un truc de fou. Il y avait pas tous ces réseaux où, maintenant tu sais tout, quoi, toi. Là, c'était incroyable. Hein. Oh. Donc si t'avais bossé un peu en avance le posing, des mecs, tu pars avec donc j'ai fait gros avantage. Carrément. Tu gagnes tout. Donc moi je suis monté sur scène. La chance c'est que je posais pas trop mal. C'est pas un problème les poses, mais j'étais complètement les jambes écartées trop, la pose de dos, la pose de profil droit, enfin un massacre. Et donc j'ai commencé à regarder et tout, et puis je gagne la compète. Et puis alors la compète, moi tout se passe bien. Hein. J'ai pas dormi la veille. Sur scène, je me chie pas du tout dessus. Je suis super à l'aise. Ça me fait marrer parce que je suis dans la dérision, tu sais. Je fais putain, quelle connerie, toi. Les mecs se chient dessus, ils n'arrivent pas à poser, ils font des cris de tétanie, ils tremblent de partout. Voilà. Et moi je passe un super moment. C'était super bien. Le régime, ça a été dur, mais pas si dur que ça, toi. Donc et puis je me réinscris au championnat de Paris. Et là au championnat de Paris, il y avait des pointures, hein, des mecs qui ont tiré à la WABA, qui ont juste fait le championnat de Paris parce qu'il n'y avait pas de contrôle antidopage, qui ont gagné là les deux. Et moi je finis troisième, bien classé. Et puis là c'était des plateaux, il y avait beaucoup de monde, c'était cool. Comme maintenant là, ça commence à se remplir de plus en plus. Mais il y a une période où c'était assez calme. Et j'enchaîne avec le championnat de France. 98, championnat de France. Là je finis troisième. Et je pensais que j'allais me classer pour les. Et là, je me fais battre par des mecs écorchés vifs. C'était terrible. Écorchés vifs. Puis je gratte un peu, je regarde les vidéos, je commence à m'intéresser au régime, aux entraînements, au posing de plus en plus. Je commence à être de plus en plus pointu sur les posings. Et puis 99 arrive. Et je me fais battre par un mec qui était super beau. Au quart de finale, aux demi-finales, et on arrive en finale, et là il y a Jean-Pierre Braille qui va être champion de France des moins de 75 kilos, parce que moi je me suis qualifié dans les moins de 75 kilos, et j'arrive, je fais 70 kilos et 100 grammes. J'étais bon. Donc je suis obligé de tirer avec les moins de 75, même si je perds les 100 grammes, j'aurais pas le droit, je me suis pas qualifié au moins de 70, c'était dans ta catégorie. Et puis là pour le coup t'as un gap, donc je tire là, qui est défavorable. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était le règlement, et le règlement, c'est le règlement.
Et là, je croise le mec qui m'avait battu, au quart et au demi. Et là, je le vois, il a la tête décomposée. Il a vu Jean-Pierre Braille, là, le mec qui va gagner, toi. Et là, dans son visage, je vois la défaite, mais un truc de ouf. C'est terrible. Alors qu'il était super, hein. Et là, je fais deuxième. Lui fait troisième. Et Jean-Pierre Braille gagne la compète. Et là, moi, je me qualifie pour les championnats du monde en moins de 70, au mois de novembre, où là, je gagne les championnats du monde, mes premiers championnats du monde en moins de 70. J'ai gagné 5 championnats du monde, 2 en moins de 70, 2 en moins de 65. Ça, c'était très rude. Et le dernier en moins de 75 kilos. Non, j'ai tiré un dernier en moins de 75 kilos qui était un beau challenge aussi avec mon ami Gaëtan Rideau, qui lui, tu pourrais faire un podcast avec lui, hein, il a plein de choses à raconter. Il est terrible. Et attends, 65... Tu dis moins de 65, ça veut dire que t'as dû descendre. Quand tu dis que c'était rude, c'est parce que t'as dû descendre très bas au niveau du... Ouais, je tenais pas debout, mec. Je tenais pas debout. On me portait pour aller sur la balance. J'ai fait 65 kilos, ou 64 kilos 950, 1 minute. Juste le temps de monter sur la balance. C'était très très dur. C'était, déshydraté. Un steak par jour, plus d'eau, déshydraté. Ouais. Et hop, le lendemain, champion du monde. Je faisais 70 kilos, ou 72 kilos. Sur scène, ouais. Bien mangé. Sur scène. T'as repris 7 kilos en 24 heures, quoi. Ouais, c'est pire que le cutting. Le truc, ouais, c'est ça, c'est le cutting. Et donc j'ai poussé de plus en plus les régimes, j'ai poussé de plus en plus les entraînements, j'ai mis en place des entraînements, de Joe Vader qui duraient 4 heures, sur des entraînements, qui durent 1 heure 45 minutes avec des méthodes d'entraînement différentes. L'intensité, tu sais, t'avais Jay Cutler qui disait, lui, qu'il faisait que du 4x10 tout le temps et qui changeait pas parce que ça avait l'air de bien marcher sur lui. Tu vois. Alors après, tu changes les méthodes d'entraînement aussi pour pas t'ennuyer, tu vois, pour avoir des ressentis, avoir des intensités, on va dire, et des courbatures qui changent un petit peu. Voilà. Après, l'intensité, c'est la charge que tu mets sur la barre, c'est ça qui est important pour te développer, gagner en force et en puissance. Et changer un corps. Maintenant, faut prendre son temps quand même pour... Oui, dis-moi. Non, j'allais te demander pourquoi tu veux descendre à 65, pourquoi tu veux t'infliger ça? C'est quoi, c'est la parce qu'il y avait un mec qui avait pris ma place en moins de 70. Voilà. Il voulait pas en sélectionner 2. Et moi, je voulais faire à tout prix les championnats du monde. On m'a dit, ouais, mais ta catégorie, c'est moins 65. Donc, j'écoutais le président de la Fédé et tout. Et il y avait aucune structure, sinon au niveau de la Fédé, si tu veux. L'entraîneur, il restait il restait pas en backstage, il restait sur le plateau. Il se prenait il y avait aucun entraîneur, c'était un bins total. Pourtant, on était à la Fédé d'haltérophilie, tu vois. Mais l'encadrement était à chier. Et en 2008, avec Lionel Grandon, qui était le DTN de l'haltérophilie, il m'a mis en poste entraîneur national. Et, j'ai tout changé avec tout ce que j'avais appris sur le body là en 10 ans. J'avais tout mis en place. Les posings, je faisais répéter les mecs dans leur chambre le soir, pour qu'ils soient au point sur tous les posings, les poses qui faisaient mal. Voilà, j'ai mis en place toute une technique. J'ai fait venir comment elle s'appelle, mon ami avec qui j'écris des éthiques de la musculation. Mon ami, oh là là, le trou là, Olivia Maus. Voilà, elle va me défigurer quand même. Olivia Maus. J'ai fait intervenir à la fédération pour qu'elle valide le régime que l'on faisait aux athlètes. Il y avait un arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Santé, qui disait que tous les sports avec catégorie de poids de corps étaient surveillés parce qu'il y avait plein de malaises, toi. Quand tu faisais du judo, ou quand tu faisais de la boxe, sur les jeunes, c'était pathétique parce que les entraîneurs, sans le faire exprès, hein, le mec lui disait, je suis pas au point. Ah ben c'est pas grave, tu manges pas et tu bois pas. Arrête de bouffer, quoi. Tu manges pas, arrête de bouffer, tu seras au point. Donc tu vois, il y a eu beaucoup d'accidents. Donc on a mis en place ça, et c'est là que j'ai découvert Olivia, et après on a écrit le bouquin diététique de la musculation qui est excellent. C'est vrai que simple. Ouais, ça paraît assez évident aujourd'hui pour ceux qui pratiquent un peu la muscu ou qui ont mis un pied dans le fitness, de se dire que garder des protéines dans les repas, diminuer les glucides, perdre un peu de poids, etc. Il y a des trucs qui paraissent évidents aujourd'hui, qui peut-être n'étaient pas à l'époque. C'est assez marrant, tu vois, de se dire que... À l'époque, il y a beaucoup de préparateurs à qui je faisais les régimes diététiques pour leurs athlètes, quoi, tu vois, parce qu'ils s'en battaient les couilles, que c'était pas maintenant. Et moi, il y a 20 ans, je disais, mais un préparateur qui connaît pas la nutrition, c'est pas un préparateur, c'est pas possible.
Tu ne peux pas avoir une Formule 1 et mettre du diesel dedans, quoi, tu vois. Ah, c'est pas mon problème. Ah, c'est pas ton problème, mec. Si, maintenant c'est le problème. Maintenant ils écrivent tous des bouquins, ils font des photos avec des recettes. Et... Bien sûr que c'est un problème. Ouais. C'est la base de tout, quoi. Ça, il y en a qui l'ont compris. Voilà, maintenant on le sait. Voilà, fallait le comprendre vite, quoi. Et combien de, parce que tu fais de la compète pendant plusieurs décennies. À quel moment tu décides d'arrêter? De 88 à 2018, 30 ans. 30 ans de compétition. Incroyable. J'ai arrêté parce et de régime. Bah ouais, parce que j'ai fait deuxième au championnat du monde master en 2018, IFBB, et comme j'ai arrêté le bodybuilding à la fin de la fédé, en 2015, ils ont clôturé la fédération. Il y a plein de petites fédérations naturelles avec des casse-couilles qui étaient en poste. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, toi. Tu passes du temps. Alors si tu es avec des personnes que t'adhères pas, c'est pas le problème. Des nombrilistes, des mecs qui ont aucune humilité, qui connaissent pas le sport, qui veulent se faire de la gloire, toi, où il y a pas d'argent en jeu en plus, et qui disent ouais mais je suis bénévole. Ouais, c'est parce que t'es bénévole que tu dois faire de la merde, quoi, tu vois. Tu sais que t'es bénévole, donc. Bon tout ça m'a pris la tête. Et en 2018, la fédération IFBB s'est séparée en deux. Voilà. Elle s'est séparée en deux, donc moi, séparé en deux, je suis tiré avec les Olympiens, le niveau était très, 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 très haut. Et, c'est-à-dire qu'on avait toute l'IFBB. Je sais pas comment t'expliquer ça. On avait toute la fédération IFBB, c'est IFBB avec tout ce qu'il y a NPC là maintenant, et IFBB, je crois que il y en a une c'est élite et l'autre étaient réunis, quoi. Donc t'avais des vrais plateaux, il y avait tout le monde, quoi. Il y avait pas de... Et donc ils ont décidé de se séparer de l'Europe, tu vois, et de faire ça aux États-Unis. Et maintenant, ils font tous Olympia, quoi. Mais Olympia, il y en a un seul, quoi. Tu vois, je veux dire, Olympia, il y en a un seul. Il est à Las Vegas, c'est l'Olympia, quoi. Maintenant, il y a des Olympias partout. Le mec qui dit j'ai fait Olympia, ouais, t'as fait une compétition régionale d'Olympia, quoi. T'as pas fait Olympia. Une qualif. C'est ça. Une qualif, ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, t'en avais pas marre à titre perso? 30 ans de compétition, de régime. Après, tu sais, tu vis, quoi. Après, c'est pour tirer en zombie 4, zombie 3. À un moment, il faut se retirer. Quand t'es vieux, t'es vieux, quoi. Un peu de respect pour les spectateurs, et puis pour toi-même, quoi. Bon, c'est compliqué. C'était un choix très difficile de l'arrêt, hein. C'était très compliqué. Ouais. Très compliqué de voir des repères, de remettre, ouais. Ça a été très compliqué. C'est là où j'ai pris une claque, et c'est là où... Concrètement, c'est quoi qui change? Parce que tu t'arrêtes de faire ces régimes en vue de préparer la compétition, mais au-delà de ça, ton mode de vie, il change pas drastiquement. Tu continues à t'entraîner, tu continues à garder une diète, à surveiller ce que tu manges. T'es passionné. Tu la suis pas, t'as pas d'objectif. T'es moins carré. T'es moins carré, t'as moins d'objectifs. Les entraînements, tu dis, si je le saute celui-là, c'est pas grave, je le referai demain. C'est compliqué. Tu ne peux pas avoir le mental que t'as à 20 piges, tu vois. Je ratais une séance à 20 ans, là. Quand je les vois, les petits, ils sont comme des fous, quoi. Ils jouent leur vie, là. Tu rates une séance à 20 ans, moi, c'était la fin du monde. À 30 ans, c'était compliqué, mais j'irais mieux, tu vois. J'ai évolué dans le temps, toi. La seule chose qui a pratiquement pas changé, c'est pour tous les jeunes qui ont passé leur diplôme, là, qui veulent enseigner, c'est que j'ai toujours enseigné à des gens non sportifs, quoi. Voilà. Tous les entraînements que j'ai fait en tant que coach, c'était sur les petites mamies que j'avais avant, les petits papis, les mecs de la quarantaine, tu vois, et quelques petits jeunes qui venaient, mais c'est surtout des gens lambda, c'est-à-dire que pas des sportifs, à qui tu apprends à vivre, à mieux vieillir et à se servir de leurs muscles. C'est ça qu'il faut pas oublier. Tu vas pas entraîner des Jérôme Le Banner tous les jours, tu vas pas entraîner des Thomas Sisley tous les jours. Toi, les trois quarts du temps, t'entraînes des gens qui ont besoin de toi en tant qu'éducateur sportif à se muscler. C'est pour ça quand je les vois s'entraîner, faire des trucs, mais jamais tu vas la tuer la personne si tu fais ça ta première séance. Hein. Il faut avoir une notion quand même. Ouais, que le métier c'est ça, quoi. C'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures. Voilà. C'est beaucoup d'heures. Tu peux gagner de l'argent, mais tu fais beaucoup d'heures. Ça, faut en être conscient. Et je crois que les jeunes, ils en sont pas conscients.
Bah surtout sur les métiers de service comme ça où de ton temps est compté, t'as besoin d'être là. Les comédiens que t'entraînes, est-ce que c'est les productions qui te payent ou c'est les vedettes elles-mêmes qui te payent? Les deux. Pour les transpos. Les deux. Les deux. Mais vraiment les productions. C'est les productions. Ah, c'est surtout les productions qui. Les trois quarts, c'est les productions et après quand les films s'arrêtent, elle a souvent avec moi. Et là, c'est elle qui paye, qui reprend le relais. Ouais, continue quoi. Ouais. Continue le boulot. Continue. Sauf qu'ils savent qu'il va y avoir d'autres films derrière, voilà. Puis c'est bien pour la vie. Le cinéma, c'est bien, mais. Ouais. Le cinéma, c'est bien. Si tu veux être bien au cinéma, mais au cinéma, ils sont toujours beaux, toi. Ils s'arrangent toujours pour les mettre en valeur. Alors que dans la vraie vie, c'est là où ils en ont besoin le plus. Et puis en plus, quand ils passent sur des plateaux ou quand ils sont sur des des cérémonies, des choses comme ça, c'est là où on voit un petit peu leur niveau de forme. Ouais. D'ailleurs, il y en a énormément. C'est ça aussi que tu vois entre les films. Tu vois, ils perdent complètement leur physique. C'est pour ça que je me demandais, tu vois, quel pourcentage de personnes continuent, je veux dire, intègrent ce mode de vie-là dans le milieu des artistes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'entre chaque film, 10% de ce que j'ai eu moi. 10%, ouais. Ouais. Lila El Arabi, la vedette de Fury là, elle a changé toute sa vie. Elle a changé toute sa vie. Je sais que c'est un mec comme par exemple José Garcia, je pense à lui. José Garcia. José Garcia, il a mal joué quoi. Le cinéma, c'est très, on te met dans des cases, tu vois. Après pour sa santé, il a bien fait, mais quand t'as le rôle du petit gros qui fait rire, que tu te transformes en beau gosse, on t'identifie beaucoup moins. Tu fais moins rigoler, tu vois. C'est une discussion que j'avais eue avec François-Xavier de Maison, toi. Si vous voulez s'affûter. J'ai fait non, François, arrête tes conneries, toi, on t'aime comme t'es, quoi, tu vois. Tu vas pas te taper les abdominaux, la gueule tirée, tu vas faire marrer plus personne et tout, hein. Donc c'est des discussions qu'on a eues, toi, souvent avec beaucoup de comédiens. Sur le corps, comment faire pour être bien, tu vois, ouais. Ah oui, il y a beaucoup de com, quoi. Tu vois, d'ailleurs, depuis qu'il s'est transformé en beau gosse, on l'a beaucoup moins vu, hein. Depuis qu'il a joué dans, c'était quoi, le numéro 2? Oh, il y a 20 ans. C'est un super comédien, en tout cas. Tu parles de qui, là? François-Xavier de Maison? Non, celui que tu parlais avant, là, José Garcia. José Garcia? Ouais, et François-Xavier de Maison, c'est un bon. Ah, c'était le. Oui, je crois savoir de quel film tu parles pour José Garcia quand. C'était pas le coup près. C'était pas le coup près. Il y a le coup près où le titre sec et un où il commençait à se transformer avec son coach là, qui était un champion culturiste, Patrice Colts, il s'appelait. Ils ont fait la couverture du Monde du Muscle aussi. C'était Samuel Le Bihan avait fait le numéro 1, ils ont fait le numéro 2. People, ça s'appelait People ou un film super connu. Ah oui, Jet Set, voilà, c'est ça, People, c'était Jet Set. Ça y est, ça me revient. C'était ça. Ouais, c'est là où il a commencé à se prendre en main. Voilà. Et c'est vrai que dans le coup près, il est vrai, super sécosse. Non, et je te disais, François-Xavier de Maison est un super comédien aussi. Après, j'ai la chance d'entraîner depuis 5 ans aussi Arnaud Ducré. Voilà, qui lui s'entraîne avec moi pour la vie de tous les jours, pour être bien, entre 3 fois et 4 fois par semaine quand il n'est pas en cours. Il avait une épaule complètement en vrac, on lui a remis d'aplomb là, il fait des séries de 10 à 100 kilos couché, il est arrivé à 60 kilos, il était tout tordu. Ouais, il fait 105 kilos, il est costaud, il est grand, il fait 1m93, très très grand. Et fort sympathique. Voilà. Et puis il écoute, quoi. Le but c'est d'écouter, d'être en confiance, de passer un bon moment, tu vois, quand tu vas t'entraîner et bosser. Bosser dans la bonne humeur, c'est très important. Mais bosser. Est-ce que et avoir des résultats, bien sûr. Est-ce que t'as eu des mecs ou des challenges où tu t'es dit oh putain là ça va être compliqué, ou t'as vu que les obstacles étaient vraiment énormes, ou même des fois que t'as refusé des acteurs, des transfos? J'ai avec Gilles Lelouch, ça s'est mal passé et bien passé, quoi. Il est super, un super mec, on s'entend bien. Mais il voulait faire comme Thomas Sisley, il voulait sécher à tout prix, être bien, pas de problème. Mais ce que fait Thomas, c'est vachement difficile. Faut qu'il te rende compte, c'est dur. Ouais, mais pas de problème, ok, pas de problème.
Donc il est arrivé, il était déjà très 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 gros. Il devait tourner dans une prison sur un film. Putain, j'ai fait tellement de films, je me rappelle même plus le nom du film. Enfin bref, il était pris en prison et il passait une année en prison, donc il maigrissait beaucoup. Donc je préparais pour cette scène-là, qui était la première scène du film. Et cette film-là, il n'a pas eu de chance, c'est qu'ils l'ont retiré la scène. Donc déjà, il était moins motivé. Ah putain. Donc, il était moins motivé. Et ensuite, il est parti avec Dujardin aux Oscars. Ah, les infidèles. Non, ouais, 8 kilos. Ouais, c'était pour l'artiste. Non. Oui, pour The Artist, oui, mais je pense à, la scène qu'ils avaient fait avec dans Les Infidèles où c'était l'époque où on les voyait beaucoup ensemble. Ouais, c'est ça. Et et alors, il part à Los Angeles. Pour ceux qui ont vu le film, ils ont. Ouais. Tu m'étonnes. Et donc, il part à Los Angeles avec Dujardin. Et il est revenu, il avait repris tout son poids, quoi. Il m'a dit, c'était pas possible, Fred. C'était pas possible de... On a fait trop la fête, c'était trop bien. Tu comptes un Oscar, t'imagines un Oscar, Fred? T'imagines? Ah, je fais, ouais, j'imagine. Et donc, on n'a pas fait la scène torse nu. J'ai appelé la boîte de prod, j'ai dit, moi, j'ai fait mon boulot. Maintenant, voilà. Donc, et ça s'est fini comme ça. Il était super, hein. Et après, j'ai eu mon accident, donc je l'ai perdu de vue. J'ai eu mon accident de moto juste après. D'accord, mais pourtant il était c'est dernièrement là dans je sais plus quel film je l'ai vu. Pareil qu'il avait perdu beaucoup. C'était pas dans Bac Nord, c'était un film qu'il a fait encore plus récemment. Gilles Leloup, je trouve il s'est encore grave affûté. Ah ouais. En tout cas, c'est un super comédien. Et après j'ai eu des trucs où tu penses que ça va super bien se passer, ça se passe pas bien du tout. Après, j'ai eu des trucs de fou. J'ai eu les inconnus en même temps, les trois. Ça, c'était ouf. Excellent. C'était ouf. Pourquoi? C'est pour les trois, le retour? Il y avait le producteur. C'était le retour des trois frères. On avait bien bossé, là. On a fait, presque plus de 2 mois, là. Bien travaillé. Les trois en même temps. Donc, c'était assez drôle. Et, avec le producteur, Philippe Godot, qui est un super mec. Et, on avait bien travaillé. On avait fait un petit peu de tout, tu vois, mais c'était surtout Histoire qui se vanne, le truc de groupe, tu vois. Ça mettait un bon état d'esprit déjà pour le tournage, tu vois. C'était bien, ça préparait bien au tournage. Après, j'ai eu Guillaume Gallienne aussi. Ça fait longtemps qu'on le voit plus. C'est sympa. Ouais. Il doit préparer un autre truc, je pense. Après, j'ai eu Jalil Lesper pendant des années. C'est un super pote. À la fin, tu sais, quand tu joues 3-4 fois par semaine on tisse un petit peu d'amitié, ça dépasse le rôle de coach. Ça c'est un peu compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire que t'oses plus leur gueuler dessus ou alors ils t'écoutent moins. C'est ça, faut trouver le juste milieu, toi. Faut trouver ce putain de juste milieu où tu dois leur gueuler dessus sans leur gueuler dessus. Je gueule jamais, moi, sinon j'aurais personne. Je gueule jamais, mais je me fais comprendre. Voilà. On a des trucs à faire, faut les faire. Tu les fais pas, on en discute, mais faut le faire. Entraînement, non. Toujours du plaisir, la recherche, du déplacement de soi, le goût de l'effort, les amener au goût de l'effort, se surpasser. Comme dirait Schwarzenegger, c'est faire les 2 dernières répétitions, c'est celles qui comptent. Enfin, les 2 dernières répétitions en plus, et toujours dans la bonne humeur, et toujours l'envie de venir, toi. Voilà. Après, toi, il y a chez les phases avec les comédiens qui sont tellement fatigués qu'ils ne parlent pas, quoi. C'est des on s'entend super bien, ils sont tellement fatigués qu'ils arrivent, ils s'entraînent, ils ne parlent pas. Ils font, ils me disent bonjour, on discute, mais ils sont tellement fatigués que je compte la série, ils font, hop, charge la barre, tu fais ça, tac, tac, hop, son temps de repos, il récupère. Il est tellement naze de tout ce qu'il fait, des horaires qu'il a, parce que c'est pas 8h, 17h, hein. C'est 6h du mat, 23h le soir, et tu recommences le lendemain. C'est une vie d'artiste, et puis c'est bien. Ah ouais, c'est ça, ça fatigue. Tu me disais? J'ai pris une pause, mais bon. Non, je me demandais comment t'as fait pour rentrer dans ce milieu-là, parce que avec tous les gens que t'entraînes, finalement, t'es un peu la figure figure du cinéma français dans les transpos physiques, dans l'accompagnement, dans le coaching. Ouais. Comment t'es rentré là-dedans? C'est uniquement le fait d'avoir été à Olympia ou t'as eu les bons contacts aussi? Olympia, pardon, d'avoir été champion du monde? C'est ça qui t'a ouvert le plus de portes? Excuse. On s'hydrate, il faut s'hydrater. On s'hydrate, c'est important. Je suis l'obsédé de l'eau. Y a pas de compète demain, t'as pas besoin d'être au poids. Je m'entends pas. Tu peux y aller.
j'étais au Cercle Tissé, c'est la plus grande salle d'arts martiaux d'Europe pour l'aïkido. Donc c'était vraiment une belle salle d'arts martiaux. Et donc j'ai toujours entraîné des karatékas, des boxeurs, du MMA. J'ai toujours entraîné tous ces sportifs là. C'est pour ça que je connaissais Jérôme Le Banner et que j'écrivais dans le magazine Karaté Bushido, Ceinture Noire. J'écrivais dans plein de magazines pour donner des conseils en musculation, en alimentation, dans ces magazines-là. Là, on parle des époques 2001. Et j'ai fait une cassette qui, quand je la vois, je la trouve complètement pathétique, mais elle était vraiment bien pour l'époque. À part que le monteur, il a monté. Il me fait faire que des bras. Le mec, il est obsédé des bras, toi. Je donne plein de conseils pour soulever de terre, le squat, le machin, le truc, l'autre. Il m'a fait deux tiers de la vidéo sur les biceps, triceps. Enfin, bref. Et, Samuel Le Bihan avait son fils qui faisait du judo au Cercle Tissé. Et ma cassette était en vente. Donc j'étais torse nu dessus, en position. Et la cassette, il a plu, il l'a acheté. Il a regardé, puis il a pris contact avec moi. Et Samuel était un garçon très, enfin, il se protégeait beaucoup, donc il était très fuyant. Tu pouvais pas lui parler. Quand il arrivait au truc, le mec il dit, il était plus là. Ah ouais. Il a récupéré son fils. Ah ouais. Bah c'est pour se protéger, toi, pour pas faire le mec chieur. Sinon, bah une fois que t'es reconnu, ah oui c'est lui, Ouais, puis les années 2000, je pense qu'il était aujourd'hui peut-être il passerait un peu plus sous les radars, mais c'était quoi c'était il a fait le pacte des loups, Jet Set. Le pacte des loups. C'est ça, ouais. C'est ça. Jet Set, tous les trucs 3-0, enfin il a fait ah ouais, 3-0. Disco, excellent ce film. Excellent ce film. Ouais. 3-0 avec Gérard Darmon qui dit dans les vestiaires, ouais. ça m'a créatine pour tout le monde. À l'époque, on pensait que la créatine, tu sais, c'était le truc dopant, tu vois, le mec qui dit ça. Ouais, c'est ça. C'était dingue. Excellent. Excellent. Et donc, on a commencé à bosser ensemble, mais on a vraiment bossé. C'est-à-dire que c'était 5 fois par semaine avec le stretching, le cardio ensemble. Donc ça lui coûtait un sacré budget à l'époque, c'est bien. Et après, on a sympathisé. Il m'a emmené un petit peu partout, à Monaco, Grand Prix de Monaco, Grand Prix de France. Il m'a fait voyager un petit peu partout, donc ça a été une découverte. À l'époque du luxe, de tout ce qu'il y avait que je pourrais jamais faire dans ma vie, toi. Il m'a ouvert des portes énormes. Et on a créé Coach Nutrition. On a créé ensemble une gamme de compléments alimentaires qui marchait très très bien tant que je les vendais à mes élèves, à mes clients. Et il a fait rentrer une autre personne dans l'histoire, et là ça s'est barré en cacahuète. Il a fait trop d'achats, trop de machins, trop de trucs. Et à l'époque, il y avait comment il s'appelle, Citec Nutrition, je crois, qui faisait un vrai carton, qui vendait de la protéine, mais vendait du sucre, toi, avec des produits, la protéine, le tarif râlait pas crête. Et donc eux nous ont coulé. Nous on perdait 20 centimes quand on vendait un peu de protéine, donc c'était pas gagnant, tu vois, si tu veux. Il avait fait de trop grosses commandes. Par contre, on avait une vraie bonne protéine française. Et eux, ils ont tous fini en prison, je crois. Mais comme ils vendaient à râler pas crête. Ah, ouais, Citec, ouais. C'est Citec ou Scientec? Citec, je crois, à l'époque. Citec, oui, c'est Citec, mais je sais pas qu'ils avaient fini en prison, en tout cas. Mais Citec, ouais, c'est la fameuse marque qui était très connue il y a une dizaine d'années. Citec Nutrition. Ça, je te parle des années 2000, hein, t'imagines? C'était 2002 ou 2003. Regarde, c'est ça les cours. Ouais, c'était ça. Ouais. Ça existe toujours, ouais? 100%, ouais. Je pense. Regarde, il y a le site ici. Donc, je sais pas si c'est Scientec ou Citec. Il devait y avoir une autre marque qui s'appelait Scientec, mais ouais, apparemment Citec ça existe toujours. Ils ont un peu changé. Non, ils ont même pas changé trop le packaging, tu vois. C'est resté. Non. Je sais pas si. Pas donné quand même. 65 kilos le 2 kg 3 de whey. Donc si tu veux, t'as le cours de le cours de l'or et le cours de la protéine. Le cours du lait, c'est pareil, si tu veux. Tu reçois bien mon son, ouais? Ouais, je t'entends bien, ouais. Bon, bah, super. Ouais, je te disais, il y a le cours du lait comme le cours de l'or, tout ça. Donc, l'or, ça vaut un tel tarif. Le lait, c'est pareil. Le litre vaut tant. Et donc, ils vendaient à, je sais pas, vachement moins cher que le prix du lait. Donc, c'était impossible que ce soit vraiment de la whey, quoi, tu vois. C'est compliqué. C'était de la whey de fromage. La croûte de fromage.
qui mettait dedans. C'était pas la whey native. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à entraîner Samuel Le Bihan, pour repartir sur ta première question, qui lui m'a présenté un autre comédien, et puis d'un autre comédien, un autre comédien, et ouais, c'est venu comme ça. Et de boîte de prod en boîte de prod, ça s'est fait comme ça naturellement. Et puis surtout, ce qui est très dur, c'est de garder les gens. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux toujours avoir des ouvertures, mais après, c'est de maintenir une relation humaine, saine, de confiance avec les personnes que tu entraînes, quoi. Puis, ce qui doit pas être facile aussi, c'est que souvent, c'est des contrats, c'est-à-dire qu'ils sont là pour une durée prédéterminée. Ouais. Et après, toi, ton boulot, c'est de les avoir rendus conscients de l'utilité de l'entraînement pour eux-mêmes, pour leur santé, leur longévité, et d'essayer de les garder, en tout cas dans ce schéma-là. J'ai reçu un message hier soir, là. Ouais. J'ai reçu un message d'une comédienne hier soir. Attends, je lis, hein. Je te lis 2 secondes, ok. Vas-y. Voilà, donc elle est très connue. Fred, c'est toi qui m'as donné le goût à la musculation et à l'alimentation. Tu as changé ma vie, réellement. Tu es plus qu'un coach, tu es un mentor. Je t'embrasse fort. C'est qui? Il y a tout le message avant. Ouais, je le garde pour moi. Catherine Deneuve. T'es connu. Je te le dirai. Non, je te le dirai. Tu me diras en off, ok. Bon. Je répéterai pas. Donc tu vois, c'est important ouais, quand tu feras l'annonce, on en parlera. Ça fera, comme ça on va écouter la vidéo. Qu'est-ce que je vais te dire? Ouais, ouais, j'essaie du mieux que je fais, à toutes les personnes, pas qu'à eux, hein, à toutes les personnes en qui j'enseigne, de changer leur vie, de leur donner le goût à la musculation. Sur toutes les années que j'enseigne, il y a 6 mois. Si tu arrives à faire un entraînement pendant 6 mois, je suis pratiquement sûr que tu n'arrêteras plus. C'est le timing. Ce sera mon étude à moi. Ça sera adopté, quoi. Sur mes 40 années, mes 43 années de pratique. Ouais. Les personnes, et même s'ils sont plus chez moi, qui vont ailleurs, ils trouvent une salle pour s'entraîner, à garder les programmes, à garder leur rythme de vie. Et l'alimentation, bien sûr, hein. L'alimentation depuis des années aussi, je leur explique bien, quoi. Si tu veux il faut trouver les bons aliments qui te font du bien, sans te faire du mal à la santé, bien sûr, et que tu manges avec bon appétit. Alors, ça peut changer au fil du temps, au fil des années, ton goût change aussi, hein. T'assimiles moins, tu es plus intolérant ou moins intolérant à certains aliments. Donc, faut trouver vraiment, moi, je mange pratiquement la même chose tous les jours, et avec bon appétit. L'appétit est très important. Il faut avoir faim pour manger. Donc, c'est pour ça que le bodybuilding de haut niveau, comme dirait Théo Le Gardier, c'est très très compliqué. Ouais, de bouffer tout de manger autant, quoi. Et grand chapeau à lui, un super athlète et un super mec, Théo Le Gardier. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est ce qu'il disait, hein, c'est qu'il y a aussi limite la génétique, pas que pour les produits, pas que pour les entraînements, il y a aussi être capable d'encaisser des repas quand t'as pas faim, et que ça c'est un truc hyper dur. Ouais. Puis Théo, il a la taille fine, hein, il a un super physique. Hein. Ouais. Je lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite, parce que là, ouais, un bon caractère. Faut se remettre, c'est un guerrier, Théo Le Gardier. Il va y arriver. Mais moi, ce que je trouve assez impressionnant pour les coachs, tu vois, je veux dire, quand il y a quelqu'un qui a envie de se remettre en forme, ou en tout cas qui est déjà plus ou moins, il a les pieds dans la santé, dans l'entraînement, et qui veut améliorer des choses ou qui veut perfectionner, et que tu vois, tu vas lui corriger des exercices, tu vas faire, il y a un truc qui est un petit peu, qui paraît un peu simple comme ça, qui paraît un peu limpide. Là où la grande difficulté doit être, c'est quand quelqu'un doit préparer, là en l'occurrence, doit préparer un rôle qu'elle n'a pas envie de changer, ou en tout cas qu'elle n'est pas dans ce truc déjà d'une alimentation saine, je sais pas, qu'elle bouffe n'importe comment ou n'importe quoi ou peu importe, et que va falloir lui transformer sa diète et arriver à la faire tenir. Ça c'est vraiment, c'est presque des exploits, parce que le vrai shift il se fait à ce niveau-là, quoi. Ah ouais. Bah là, j'en ai, je les ai 2 fois par semaine en coaching depuis des années. Il n'y a rien qu'à changer, hein. Ils ont toujours du ventre, toujours...
Ouais. On va dire que je suis un escroc, mais non, ils mangent très mal. Ils picolent, ils font la fête. Ah, sous les bars, ils sont bien, mais voilà. Ah non, si le mental suit pas sur l'alimentation, si tu ne t'organises pas, si tu n'as pas de rigueur, c'est très compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, puis kiffer, comme tu dis. Trouve un truc qui te fait kiffer aussi, ouais, quoi. tu kiffes. Moi, je kiffe tout, hein. J'aurais pas fait plus de 20 ans de régime, hein, si j'avais pas kiffé, quoi. Et puis, je suis plus dans cet état d'esprit de gamin où tu dis, ouais, c'est dur, tu t'arraches les tripes, les machins. Non, non, moi, c'est tout en douceur, moi. La bouffe, c'est dur, ouais, je serre les dents, là. Bah ouais, ça fait 2 jours que t'as pas bu d'eau. Ah ouais, bah ouais, mais je suis un guerrier, quoi. Je fais des trucs de ouf, mais faut avoir un super mental, quoi. Voilà. Et rester toujours lucide et penser que personne t'oblige à faire tout ça. Et que tu peux prendre ton téléphone et appeler Pizza Hut tout de suite, hein, et tu reçois ta pizza dans le quart d'heure qui suit. Toi, donc personne ne t'oblige à t'infliger tout ça, quoi. Alors qu'il y a plein de de gens dans le monde qui crèvent la dalle, quoi. Donc tu vois, c'est un peu. Comment non, c'est un état d'esprit, c'est un bodybuilding, tu l'es à vie, quoi. Tu vois, tu l'es dans ta manière de vivre, tu vois. Dans ta manière de manger, de respirer, de te coucher, de dormir, de faire la fête, voilà, tu planifies, tout est planifié, tout est carré, et tu vis sainement, quoi. Tu vis body. Alors attends, ouais. Comment dans ce mode de vie là, ultra carré, ultra sain, ou en tout cas maîtrisé, contrôlé, vient s'immiscer l'alcool là-dedans? Et l'alcool, c'est sournois, surtout quand t'as pas l'habitude de boire, toi. Ce côté euphorisant qui te fait oublier les trucs, mais voir les trucs plus jolis, surtout si t'as l'alcool sympa, tu vois. Et donc l'alcool, il est là sournoisement. Après une victoire, tu bois un petit coup, ça s'étend la tête, t'es sympa, toi, ou après une défaite, parce qu'il te faut ça pour te remonter le moral. Tu vois, donc c'est sournois l'alcool. Moi, j'ai toujours peur de l'alcool. C'est un truc j'ai toujours peur des drogues. Quand j'étais très jeune, je fumais énormément d'herbe et de shit, parce que justement, on avait failli m'amputer la jambe, donc j'étais dans le côté dark, un peu noir, tu vois. Et la musculation m'a ouvert l'esprit, tu vois. M'a fait arrêter de fumer, m'a ouvert aux gens, pardon. Ça a été et l'alcool est toujours là, quoi, toi. Dans les fêtes de famille, tu peux boire le midi, tu peux boire le soir, mais au moment où tu commences à calculer la sortie que tu vas faire et les endroits où tu vas pouvoir boire, moi qui suis un mec très organisé, très pointu, toi, quand tu commences à boire de la bière à 9h du mat, là tu dis que c'est pas bon. Et ben les gens ils tombent là-dedans, quoi. Et puis tu perds tout, quoi. Tu perds ta famille, tu perds ton boulot, tu te retrouves à la rue. Il y a plein de mecs à la rue qui sont super, qui étaient super, quoi, mais qui perdent tout, quoi. Moi j'ai eu pas la chance d'ailleurs, mais j'ai eu le frère d'un de mes potes qui avait 2 ans de moins, mais tu sais, quand t'as 16 ans, 2 ans c'est beaucoup, que j'ai récupéré, qui était brillant, qui était beau et tout, et qui est devenu clochard, quoi. Donc quand t'as ça qui vient de voir, tu vois, j'ai essayé de le remettre sur pied, mais ça a été très compliqué. Déjà, tu vois, tu dis putain, c'est le diable, quoi. Tu vois, il se fâchait avec tout le monde, il était beau gosse, donc il couchait avec les meufs de ses potes, il faisait n'importe quoi, il ramenait sa gueule et tout, il était toujours bourré en soi, et de plus en plus il buvait, donc de plus en plus il était odieux, et il s'est retrouvé, il a tout perdu. Voilà. Et puis pareil, un autre pote là, qui vient me voir encore de temps en temps, qui prend des cachets, qui est alcoolisé, qui arrive même plus à marcher, toi, donc autour de moi, toi, j'ai eu un échelon de personnes qui sont détruites avec l'alcool. Donc ça te fait réfléchir et ça s'immisce sournoisement, hein, très sournoisement. Hein. C'est l'alcool festif, quoi. Ouais, l'alcool, le champagne, T'as pas consommé d'alcool depuis 2 ans, c'est ça que tu me disais? Là, j'ai arrêté le Noël 2022, 23, 24, ouais, c'est ça. Ça fait. Mais parce que à titre perso, ça t'avait. Ben, moi, je suis extrême. Ouais, ça m'a emmerdé. Ben, c'est-à-dire que j'avais plus de vie de famille après. Plus de vie, puis après, j'avais plus envie de rien faire. J'étais en déprime totale, quoi. Moi, je suis un garçon qui va pas manger une boule de glace, toi. Je vais manger 1 litre de glace. Je vais pas manger une part de pizza. Je vais manger 2 pizzas.
Je vais pas boire un verre de vin, je vais boire 2 bouteilles de vin. Donc je suis comme ça pour tout. Donc quand tu fais est-ce que ça c'est pas des réglages aussi qui peuvent être dus à tous les régimes body très restrictifs, très contrôlés. Oh non, que non. Non, putain, le nombre de potes qui sont comme moi et qui n'ont pas fait un seul régime de body, ni de body. Non. Les mecs que j'entraîne, ils ont commencé la musculation avec moi et ils ont ce problème de manger énormément, de manger 2 pots d'Agendas en un quart d'heure en disant putain c'est un quart d'heure et je grossis alors que j'avais mis qu'un quart d'heure pour les manger. Bah ouais, mais mon pote, ce que tu t'es mis dans la gueule pendant un quart d'heure, va falloir le payer, c'est pas tes 45 minutes de vélo qui vont l'éliminer. Ouais. Putain. Ouais, non, c'est sûr. Bah après, on connaît tous plus ou moins les TCA que peuvent engendrer les régimes restrictifs. Tu vois, il y en a plein qui en ont subi. Donc c'est pour ça que je me demandais si ça pouvait avoir un lien, tu vois. Ouais. Bah, surtout pour les compètes. Hein. Enfin, je pense réellement. La sortie des compètes, quoi. Sortie des compètes. Après 3 mois restrictifs, ça explose. Ouais. Bah tu vois. Ensuite, il y a les compensations. Tous les régimes, si tu veux, c'est tous les régimes, tous les trucs que j'avais fait à l'ancienne, là, il y a plus de 20 ans, là, les prises de masse, où tu prends plus de gras que de muscles, là. Et c'est très compliqué. Hein. On en revient toujours à la même chose. Manger énormément pendant 3-4 jours après un gros régime, c'est génial, mais continuer pendant 15 jours, t'y arrives pas, quoi. Au bout d'une semaine, t'en peux plus. Donc tu reviens vite quand même rassasié, si tu veux. Mais c'est vrai que tu peux te faire très mal après une compète en mangeant énormément et en faisant des œdèmes sur les jambes, toi, vraiment en te faisant très très mal à la santé. Hein. Ça c'est arrivé souvent, ça. Les mecs, ils bouffent alors qu'ils avaient pris des compléments alimentaires un peu dangereux, style diurétique, toi. Et donc ça, c'est très dangereux. Ouais. De remanger trop après une compète, faut y aller mollo. Hein. Sinon, la digestion se passe mal aussi. Ça, c'est vrai. Ça peut jouer un lien. Après, non, c'est plus sur les gens qui sont en surcharge pondérale, qui font des régimes tout le temps. Et ouais, là, ça joue énormément. Ouais. Ça joue énormément. T'as eu des clients à quelques heures d'un tournage qui ont craqué et qui se sont détruits leur physique comme ça assez rapidement avant une scène et du coup ils ont un peu tout gâché ce qu'ils ont fait avec toi. Ça t'est arrivé? Quand tu gères ça? On le règle avec l'éclairage et le placement de la caméra et là où c'est compliqué, c'est quand les filles ont des tops, tu vois, que tu dois voir les abdos, où là c'est très compliqué. Des plans un peu plus serrés sur le visage, c'est ça quand c'est non mais quand tu fais une série qui dure 9 mois et que t'as 9 mois de régime et qu'avant tu t'es tapé 3 mois pour ressembler à la personne, toi les séries ça dure longtemps. Hein. Quand ça fait 1 an que un an de régime, je veux dire qu'à un moment tu craques, tu pètes un peu les plombs. Quoi. Surtout si t'es gourmande ou gourmand, tu vois, c'est sur les c'est gâché quoi. Tu fais pas raccord et quand tu fais pas raccord, c'est mauvais toi. C'est surtout mauvais quand tu t'as une scène que tu fais au début du film où t'es super affûté, et au montage ils font il faut qu'on retourne celle-là, on a 2-3 trucs qui vont pas. Là tu fais oh putain la loose. J'ai repris 6 kilos, ça va être terrible. Ça c'est C'était Michael Youn à l'époque aussi, il avait fait son film où il avait grossi énormément. C'était quoi ce film? C'était un film un peu à la con, une comédie. Alors moi j'avais pris, je m'occupe depuis 16 ans maintenant de Vincent de Sagna. Je l'ai fait descendre à 73 kilos. Hein? Son acolyte son acolyte, ouais. Du Morning Live. Ouais. C'était Total Bazooka. Fatal Bazooka. Le film. Ouais, c'est ça, non? Total Bazooka. Et Total Bazooka, Fatal. Et Total Bazooka, c'est la chanson? Non, le groupe et le film s'appelait ça, et l'artiste Fatal Bazooka. Ah ouais, Fatal Bazooka, c'est ça. Fatal Bazooka. Et Vincent de Sagna, je fais un boulot de fou, je l'ai fait descendre à 73 kilos. Donc tout bête, je l'ai fait monter là pour Fatal Bazooka, je l'ai fait monter à plus de 100 kilos là. Il fait un producteur tout barbu là, tout. Ah ouais. On a bien bossé. Et non, Michael Young, j'ai jamais eu la chance. On doit me le présenter depuis longtemps, mais j'ai jamais eu la chance de travailler avec lui.
Ouais. Comment ils font les acteurs, tu sais, qui ont à un moment donné, je pense à... Puis moi, tu sais, je suis à Vincennes, je suis à Vincennes, et Vincennes, il faut traverser tout Paris pour venir chez moi. Je suis à l'est de Paris. Je suis pas dans les beaux quartiers. Enfin, c'est un très beau quartier, Vincennes, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis pas... Mais tu sais, les mecs qui mettent 45 minutes, 1 heure pour venir chez moi, c'est énorme. Hein. C'est qu'il faut qu'ils m'aiment. Hein. Et comment ils font, tu sais, dans un film entier, lorsque t'as vraiment un passage où c'est la fin du film, où ils sont, par exemple, c'était le film Seul au monde, tu sais, avec Tom Hanks, où en fait il perd 20 kilos sur son île déserte. Comment ça se passe? C'est qu'en général, les premières scènes du film sont tournées et ensuite il va y avoir toute la prépa physique pour qu'il ait le poids, ou alors au contraire, il a le poids dès le début, il tourne les scènes de la fin. Et ensuite, il laisse reprendre le poids pour... C'est dans quel ordre, généralement? Exactement. L'ordre que tu veux. Tu viens de le dire. T'as tout dit. Peu importe. Ça se passe. Situation. Peu importe. C'est-à-dire que là, moi, j'ai fait la dernière scène du film sur 11.6, là, avec François Cluzet. Et je l'ai faite... Bon, c'était la dernière scène du film, et c'est une scène qui est en début de film. Tu vois, en début de film, il est dans la salle de muscu, il fait de la muscu, je vais lui parler pendant qu'il fait l'exercice. Et ça, c'est la dernière scène du film. Alors qu'elle est au milieu du... D'accord. Ok. Ouais. Donc ils font exactement comme t'as dit, mais c'est-à-dire comme ils veulent. Soit c'est au début, soit comment ils font la préparation, soit ils reprennent du poids, soit après maintenant avec les images ils peuvent faire des corps tellement maigres sur des corps qui... Ils retouchent. Ouais, ils peuvent retoucher beaucoup quand même. J'ai quand même l'impression que sur ces 5-10 dernières années, il y a de plus en plus de transformations physiques dans les acteurs français. Tu vois, je pense à Danny Boone là aussi, qui à un moment donné dans un rôle, il avait perdu du poids et puis il affichait presque un physique athlétique. Comment il s'appelle? Qui c'est qui l'avait préparé? Guillaume Canet aussi. Ouais, Guillaume Canet, ouais, c'est pas mal. Mais qui c'est qui l'avait préparé à Danny Boone déjà? Je sais pas du tout. Alors je peux pas te dire. Préparateur physique. Ah, il avait des abdos super, tu te rappelles un peu, non? Ben ouais, il me semble, c'était quoi ce film? C'était un truc du GGN, là, mais c'était pas GGN, c'était... Ouais, oui. Red Ouais, exact. Ouais, et en plus, c'était un film comique, mais dedans, il avait... C'est moi qui l'ai préparé pendant 6 mois. D'accord. C'est pas lui qui l'a réalisé aussi? Il me semble. Ah si, il a réalisé tout, ouais. Il a réalisé aussi, ouais. Donc Danny Boone est un mec extraordinaire. Il a tout fait des pieds à la lettre. Il bossait 15 heures par jour. Il venait à la salle à 6 heures du mat. Il faisait tous les programmes que j'ai dit. Il a fait chier tout le monde sur le plateau pour avoir ses œufs, son riz, ses haricots verts. Et il a été, ouais, Danny Boone. Et il avait la tablette de chocolat. Il faisait des pompes claquées, il faisait des tractions, il est devenu fou. J'ai changé sa vie. Il a été tellement exceptionnel avec moi. Il a fait un truc de fou. Déjà, il m'a présenté à tout le monde. Il a été super gentil avec moi. Tu comprends pourquoi il a autant de succès. C'est vraiment un mec gentil, talentueux. Ah, ça a l'air. Et il m'a invité à la première de les Ch'tis 2, tu sais, la famille, là. Ch'tis 2, la famille. Ouais. Et je me mets au premier rang au Grand Rex de Paris, toi, la grande salle de cinéma, là. Grand Rex ou Gaumont, je me rappelle plus. Enfin bref, une super salle dans Paris. Et je m'installe au premier rang. Et il arrive avec l'équipe, il commence à discuter de Ch'tis la famille, le film qui va avoir lieu, tu sais. Puis il croise mon regard. Donc il est au micro, il discute et tout. Et là il fait oh là 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 là, il y a Fred Monpeau, mon préparateur physique, celui qui m'a fait les abdos pour être dingue. Vas-y, lève-toi Fred, lève-toi. Allez, regardez comme il est beau. Et putain, ils m'ont tous applaudi. Il y avait 1000 personnes dans la salle de cinéma. C'est une salle énorme. Toi, il est complètement super gentil. J'ai des super rapports. Bon, t'as fait un sacré boulot, hein. Ah ouais. Et il m'a envoyé Arthur après, l'animateur télé, que j'ai gardé un an avec moi, mais il est trop débordé de boulot et tout. Hein. C'était son meilleur, enfin, c'est son meilleur ami. Hein. Ok. Danny Boone, Arthur. Il a gardé son physique, Danny Boone, derrière, ou pas, tu sais? Ah oui, il a gardé longtemps. Ouais, il a gardé longtemps. Il s'est entraîné, il a continué, même quand il allait à Los Angeles à l'époque, il s'entraînait là-bas. Ouais. Il était super. Et ouais, après, c'est que c'est dur, les mecs, il faut qu'ils aient vraiment chopé le truc quotidien et que ça soit rentré dans leur nouvelle valeur et que ça soit vraiment intégré. C'est déjà dit pour les... Parce qu'à son âge, il avait quoi? Il avait 45, 50, non? 50 balles. 50 ans, ouais. Ils ont fêté en même temps que... Ouais. C'est tard, hein, pour...
pour choper le. Ah ouais, c'est sûr. Non, c'est jamais trop tard. Faut pas dire ça, non. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est sûr. Mais c'est tard pour, au bout de 50 ans, venir intégrer ça dans une habitude quotidienne qui durera à vie. Oh là là, ouais. C'est plus déjà dur au début quand tu commences. Alors, après, quand c'est des habitudes, il y a toujours un truc qui t'empêche pour d'aller à la salle de sport. Toujours un truc. Tu rentres à la maison, t'es fatigué, t'es machin. Allez, je me fais un apéro ce soir, j'irai demain. C'est dur. Et toi, justement, là, tu vois, sur cette tendance, je parlais aussi de Guillaume Canet dans son dernier film. J'ai regardé le début, Ad Vitam. Pareil, il a un physique, tu vois, tu sens qu'il a fait du sport. T'as cette impression, toi aussi, qu'il y a de plus en plus d'acteurs français qui veulent se montrer à l'écran comme ça, athlétique. Et pas de physique. C'est ça qui est marrant, c'est que contrairement aux États-Unis où les mecs ils sont, tu vois, quand ils font des transfos, ils ont des corps de ouf, quoi. Tu vois, les Batman, Ben Affleck, le mec il était, alors il y a peut-être les caméras, il y a tout ça, mais les mecs qui paraissent énormes. Là tu te dis ok, mec c'est un buffle. En France ils ont pas l'air d'être des buffles. On dirait que ça cherche pas à être des buffles, ça cherche juste à être défini. Ouais, déjà ils font pas Batman et Thor. En France. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est pas les mêmes rôles. En forme physique en forme pour le physique, quoi. En forme physiquement, c'est bien. Puis faire une belle image à l'écran, c'est quand même leur vitrine, quoi, leur corps. Et c'est vrai que Guillaume Canet, c'est bien de le voir comme ça, affûté, à son âge, il est en pleine forme. Ça fait du bien, de voir des mecs sport. Et puis c'est crédible, quoi, toi. Tu peux pas jouer un mec du GIGN si t'es pas affecté. Exact. Quoi. La crédibilité, ça rentre en compte. Toi. La dernière fois là pour la série Fury, il y a l'actrice à la première, tu sais, on a invité toute l'équipe à faire les journalistes à faire les 2 premiers épisodes. Et donc ils prennent tous la parole et puis il y a la comédienne Lina El Arabi qui me cite et qui me remercie et tout, et qui dit le travail qu'on a fait et tout. Voilà, elle m'encense vraiment sympathiquement. C'était super. Ça fait vraiment plaisir, toi. Moi, je suis très homme, mais c'est vrai que la reconnaissance, ça fait toujours plaisir. La reconnaissance de mes pairs, moi, il y avait une chose quand j'ai commencé la compétition et quand j'ai réussi à atteindre mon niveau, il y avait une chose que je voulais avoir, c'est la reconnaissance de mes formateurs, de mes pairs, et la reconnaissance et être entraîneur national. Voilà, je voulais être entraîneur national de body. Il n'y a pas plus qu'entraîneur national de body. Donc, je l'ai été pendant plus de 7 ans là, et très content. Donc ça, c'était mes objectifs. Il faut que tu aies un petit peu de, comment on appelle ça là, enfin de respect. De respect, d'élégance. Des envies, toi. Comment on appelle ça? Avoir cette envie de réussir, là. Ah, tu parles de, l'hargne. Ouais, pas de l'hargne. L'envie de réussir. L'envie de faire de belles choses, hein. Des ambitions. Voilà. Un mec qui a pas d'ambition, c'est quand même bizarre, quoi. De bonnes ambitions, toi. J'ai jamais écrasé personne, j'ai jamais dit de mal de personne. J'ai fait mon boulot, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Mais avoir des ambitions, c'est quand même important. Et tu me disais quoi au départ? On était parti sur quoi? Tu me parlais de quoi? Je me suis éloigné du truc là. Non, mais je sais pas. Tu étais en train de parler justement du respect pour tes pairs et que eux-mêmes, quand ils te mettent en avant, ça fait toujours plaisir, quoi. Ça fait toujours plaisir. Donc Lina, elle me met un devant là-dessus et puis après on va boire le coup, tu sais, après le cinéma, on va à la soirée. Et puis je dis merci, c'est super sympa. Elle me fait arrête un peu, c'est normal, hein. Tu rejoins un peu le film. Si on n'avait pas travaillé ensemble, là, j'aurais pas du tout ce physique. Et les gens, ils auraient pas adhéré. Là, ils s'adhèrent parce que justement, il y a la transformation physique. Tu vois, elle m'a vraiment recadré sur le travail qu'on a. C'est vrai que ça joue. On a fait ensemble. Et c'est vrai que t'y crois, quoi. Si tu crois pas toi, je me suis occupé du super Laurent, celui qui fait camping, c'est Laurent Orniac, comment il s'appelle? Laurent Camping? Laurent. Ah oui, la série là, je sais pas qu'elle existait toujours. Laurent Ournac, il me semble. Laurent Ournac, c'est ça. C'est vrai qu'il était énorme. Il faisait, non mais attends, écoute bien, il faisait sans te mentir, on va pas dire plus que 160 kilos, mais au moins entre 140 et 160 kilos. Tu vois. Et la boîte de prod m'avait appelé en passant par un ami à moi parce qu'il était plus crédible dans le rôle, quoi, tu vois.
Il avait pris un poids la saison 2. Il avait pris un poids. Il ne pouvait plus. Il marchait comme un super obèse, quoi. Morbide. Il envoyait une cuisse, puis l'autre cuisse, toi. Donc il pouvait pas faire le mec du camping qui court partout, toi. Tu peux être gros et courir partout. Hein. C'est pas une maladie d'être gros. Hein. C'est juste un malbouffe. Donc on a retravaillé avec lui. Je fais perdre une trentaine de kilos. Et ben c'était jouable, quoi, tu vois. Il pouvait jouer le rôle, il marchait bien, il était moins essoufflé, et ça tenait la route. Et après, il a fait une opération qui va très bien, d'ailleurs. Hein. On est toujours en contact sur les réseaux sociaux, c'est chouette, ça. Et le bypass. Et c'est bien, ouais. L'estomac. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Hein. Et ça lui aussi. Moi, je trouve qu'il est bien. Il est en pleine santé, mais on le voit moins, on le voit petit peu moins. On les met bien gros aussi, toi. Il y a des gens, tu les connais gros, on les aime bien gros quand ils changent. Hein. Ça change de physique, ça change de tête, hein, tu changes de tout. Hein. C'est comment il s'appelle Jonah Hill. Bon, j'ai des références un peu aux États-Unis. Je sais pas, tu vois qui c'est Jonah Hill. C'était l'acteur qui s'était fait révéler dans le film Super Grave, qui était gros, tu vois, et qui a toujours été plus moins gros. Et à un moment donné, qui a perdu du poids. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de truc très bizarre où les gens, tu sais, limite, il avait perdu son truc. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Qui c'est que j'avais préparé encore pour des... Ah ouais, j'avais perdu du poids à lui, là. J'en ai tellement fait que lui, pour la crédibilité du film, on avait fait... Ah oui, et puis j'ai fait... j'avais fait une émission où j'avais invité pas mal de monde sur cette émission, qui a pas duré, qui s'appelle Je peux le faire avec des bouteilles d'eau, c'est pour inciter justement les gens à faire du sport tous les jours, qui passe toujours à 6h30 du matin sur TMC. T'as vachement envie de faire du sport à 6h30 du matin sur TMC. Mais c'est quoi, c'est genre des rediffs en continu? Ouais, des rediffs en continu. Ouais. Et les droits d'auteur. C'était vachement sympa, quoi. Toi, là, il y a mon pote Vincent Parisi qui a fait son bouquin 30 minutes de sport pour tous. Ça, c'est... Et tous les jours. Lui aussi, il participe parce que son émission c'est sur RMC, je sais pas quelle chaîne. Il est sur Beansport. Beansport, ouais. Mais pourquoi je dis RMC? Il a commenté pour RMC, non? Je sais plus. Peut-être, ouais. Chaîne. Ouais, mais pareil, tu vois, il y avait son émission qui était sympa. J'avais fait un podcast avec lui il y a un moment aussi, sur le fait d'amener des artistes sur le terrain de sport de combat un peu, tu vois, pour leur montrer, les expliquer, tu vois, à la télé, tout ça. C'était... On a fait quelques-uns avec lui. Des concepts qui sont sympas, quoi. Ouais, donc qu'est-ce que tu me disais sur qu'il avait sorti le bouquin. Qu'il a sorti un bouquin qui est bien là, juste avant les Jeux Olympiques, mais il faut que les gens l'achètent et se bougent, quoi. Des trucs simples, des programmes de 30 minutes pour faire du sport, remettre en route son cœur, ses muscles. Ça c'est important. C'est vrai qu'on est un peu dans une bulle. Quand je dis on, c'est toi, bon, moi aussi, puisque j'ai ce podcast et que avec tout ce qui m'entoure, tu sais, l'importance de faire du sport, d'être dans un lifestyle santé. On est dans cette bulle-là, mais des fois, j'ai du mal à me rendre compte. Toi, je sais pas, peut-être que tu as une vision un petit peu plus globale des gens qui sont pas dans ce monde-là. Tu vois, notamment dans les acteurs, tu vois, on a tendance à penser que un mec qui est acteur, il a plus ou moins une idée qu'il faut quand même s'entraîner, qu'il faut faire un peu de sport, qu'il faut bien manger, ne serait-ce que pour être en forme. Et ça se trouve pas du tout. Il y a toute une pan de la population qui connaît pas les podcasts, qui connaît pas les chaînes YouTube, qui regarde pas, qui est pas dans ce monde-là et qui n'est pas qui a des graves soucis de santé, ou en tout cas en devenir. Et des fois, c'est les chaînes télé, les choses comme ça permettent d'ouvrir un peu la porte, tu vois, sur ce public. Nous un petit peu la porte pour faire du sport. Ça c'est bon, super. Bon, c'est quoi les projets là pour finir est-ce que on attaque donc la série Fury la saison 2. On attaque la série sur le GGN avec Thomas Sisley. La série Fury, c'est avec Lina El Arabi et Sandor. Et Jérémy Nadeau aussi, qui est un sacré acteur, tu regarderas, il est très connu aussi sur YouTube. Il a des millions de vues. Ah mais oui, je suis con, évidemment. Ouais, j'avais pas le nom, mais j'ai tapé sa tête. Oui, sa tête est connue. Il a fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Ouais. Il fait cœur noir aussi.
Il fait la saison 2 de Cœur Noir, ça va cartonner, là. Voilà, donc je fais un petit clin d'œil à Jérémy. Hein. Et donc il prépare la saison 2 avec Lionel Rabi sur Fury. Et ensuite, la saison 2, je crois que la saison 1 sera passée de Étoile. C'est un truc sur la danse, avec Lou Delage et Yvan, le beau Yvan. Ensuite, on a quoi là dans le silence avec Arnaud, on prépare un truc qui va être bien aussi là. Voilà. On a Adil Rami qui danse comme un fou là, donc je le vois beaucoup moins. Il prépare, on se danse avec des stars là. Il s'entraîne comme un fou. Donc là, on avait des gros projets, mais là c'est. Hein, t'as quand même des sacrés noms. Hein. T'as des. Tu suis des. Ah, des types quand même. Non, là, j'attends un petit peu son retour. Puis j'en ai tellement dans ma tête, et là, il faut que je réfléchisse pour. Qui c'est? J'ai Emmanuel DeVos. Ah tiens. Tu vois qui c'est? Ouais. Ouais. Elle adore la musculation. J'ai essayé de l'apprendre dans un podcast. Elle adore la musculation. Et d'ailleurs, là, elle doit être rentrée, là. On est le 22, là. Je l'aurai sûrement demain. Si je l'ai demain, je te ferai un petit post. Qui c'est que j'ai encore? Tiens, si je les oublie, ils vont m'engueuler après. Mon pote Samuel Le Bion, dès qu'il passe à Paris, il fait sa petite séance avec moi. François-Xavier de Maison, que je dois revoir rapidement, là. Ouais. T'as bossé avec Olivier Le Marchal ou sa prod Non, j'ai entraîné sa fille, là. Zoé Marchal, là. Pour un truc où je prépare un article là, encore, j'attends son interview là sur un Card Jacket, ça que ça s'appelait. Donc lui je l'ai eu en visio parce qu'elle a appelé son papa en visio. Donc j'ai dit bonjour, mais j'ai pas bossé avec lui non. Ok. Ou Gérard Lanvin, mais parce que tu vois, Gérard Lanvin c'est partie des mecs du cinéma français qui sont des sportifs et qui s'entraînent depuis des années aussi. Hein. Non, j'ai pas eu cette chance. Non, j'ai fait. Sacré gueule. Ça. Là, je me rappelle plus, j'en ai fait beaucoup, mais bon, j'ai fait Sandrine Kiberlin en fille, que je peux citer. J'ai fait Sonia Roland, que j'adore, qui est la marraine de mon studio avec Thomer le parrain de coaching. Dis-moi les noms. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Il faut bien que je te pose la question. S'il y en a un à qui je peux poser la question, c'est toi. Des transformations de Christian Bale. Oh chapeau. Il m'aide à transformer les mecs, lui. Ça, je leur parle aux comédiens, je leur parle de Christian Bale, ils sont à fond. Ah ouais, il est génial, sûr. Il est énorme. Ah ouais, tu mets ça. Avant, c'était De Niro. On va faire une transformation là de Reno à De Niro dans Raging Bull. Raging Bull, oui, Raging Bull, exceptionnel. Raging Bull. Ouais, ouf. Exceptionnel. Ouais, t'as des bons, hein. T'as Tom Hardy aussi qui est pas mal. C'est vrai que Tom Hardy, il est pas mal, ouais, sur les muscles aussi. T'as John Cena. Tu vois qui c'est, non? Ouais, le John Cena, l'ancien catcheur. Ouais, ça, ouais. Il fait pas mal de films maintenant. Ouais, je suis moi. C'est des costauds. Tu sais qu'il y avait Jared Leto aussi à l'époque qui aimait bien faire ses grosses transformations physiques, perdre beaucoup de poids, prendre beaucoup de poids. Il a un peu arrêté là. De toute façon, c'est quoi le dernier film qu'il a fait? Il a fait un Marvel, je crois, non? Jared Leto? Ouais. Je sais pas. Sa carrière cinéma et je trouve qu'il il a eu son Oscar, c'était pour Dallas Buyers Club. Il a fait quelques rôles après, et puis ensuite ça c'est un peu. Je trouve que je crois qu'il est sur un Marvel là où il fait un mec chelou là. Le Joker, je pense que c'est à partir du moment où il a fait le Joker, ouais. Les choix étaient un peu moins bons, je trouve, au niveau du cinéma. Enfin, quand les choix, c'est pas un problème de choix, c'est juste que les films dans lesquels il a été, on trouve un peu. Si. Ça, c'est Benoît Magimel qui me l'a dit. La carrière, c'est que des choix. C'est choisir les bons films pour pas te planter. Des fois, tu fais le mauvais choix. Et quand tu fais trop souvent le mauvais choix, voilà. Après, t'es catégorisé, quoi. Tu te plantes. Ouais. Et d'ailleurs, Benoît Magimel qui a eu énormément de problèmes aussi, qu'il en a parlé, d'alcoolisme.
De dépression. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui sont addicts à plein de trucs, donc la musculation leur fait du bien, toi. Ça stimule toutes ces bonnes hormones, ça te met de bonne humeur, dopamine, t'es bien, quoi, tu vois. C'est le moment où tu sens ton corps, tu te sens dans ta tête, tu vis de l'intérieur tous les moments que tu fais, que tu réalises, c'est quand même en connexion avec tes membres, avec toi, quoi. Avec soi-même. Super. Ouais. Fred, merci. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je suis ravi, je suis content. C'est un plaisir. Et puis, pas tous les jours qu'on a l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui a autant de passé. Tellement de choses à raconter, mec. Mais ouais, c'est sûr. On ferait parler ça m'a fait super plaisir, vraiment. Non, franchement, c'est top. T'as une chaîne YouTube que t'as ouvert et que là, tu vas alimenter. J'ai l'impression que là, tu vas envoyer la 2025. T'es parti. Je mettrai ça dans la description pour que ceux qui veulent aller regarder. Il y a déjà une interview avec Jérôme Le Banner que t'as fait. Je pense qu'il y en aura d'autres qui seront sortis d'ici là. C'est avec Aurélien Lejeune. Le plus fort oui, j'ai vu le petit teasing. Tu peux l'interviewer, mais lui, c'est un bon client. Il est super. J'ai fait un podcast avec lui il y a longtemps. Ça fait tout le monde. J'ai eu beaucoup de personnes, dans le milieu un peu muscu, body, entraînement, prépa physique. Fred Monpot, c'était un des seuls qui me manquait. Il y en a quelques-uns aussi qui font un peu de résistance, mais aujourd'hui je lâche un peu la grappe je vais voir d'autres sphères et puis tu vois, t'as vu comment je suis, moi j'insiste pas des masses. De temps en temps on s'est envoyé 2-3 messages et puis à un moment donné là tu m'as dit tu m'as envoyé un message cette semaine, tu m'as dit vas-y let's go. Tu gères comme je gère moi, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est top. Ouais, faut pas emmerder. Et Laurent, c'est Laurent qui m'a parlé de toi. Il m'a dit Laurent, faut que tu fasses. Oui, la première fois, Laurent Erasme. Laurent, elle est super. J'ai enregistré avec lui il y a pas longtemps là. Ouais. Quand je dis il y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec lui lundi, je crois. Lundi et qui sera sorti, tu vois. Et c'était le troisième que j'ai fait avec lui. Excellent, Laurent. Bon, mais parfait. On va suivre tout ça. Je mets ton Instagram, je mets je mets tout ce qu'ils font en description pour ceux qui veulent aller tu m'envoies dans l'Insta. Des petites pastilles que je poste aussi, comme ça, qu'on partage. Ouais, je t'enverrai tout ça. Attends, reste avec moi 30 secondes. Juste, je coupe officiellement. On va se dire au revoir en privé, puis tu vas me donner le petit nom tout à l'heure. Je suis curieux de qui c'est qui t'a envoyé le message. Bon, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous avez kiffé, j'ai kiffé. Laissez des étoiles, mettez des likes, des pouces, des bleus, partagez l'épisode. Voilà, pour les vieux de la vieille, un peu body old school. Je pense que ceux qui écoutent le podcast depuis les débuts, ils m'ont trouvé ça génial que j'ai pu recevoir Fred Monpot. Donc voilà, c'était un kiff. À la semaine prochaine, portez-vous bien, faites pas trop les cons et puis voilà, à bientôt, ciao.